deux choses. La première, c'est vous avez tous été destinataires hier d'un mail de M. Soulis qui nous a annoncé qu'il filmerait nos débats de ce matin. C'est conforme au règlement intérieur que nous avons voté lors de la première séance, l'article 16 le précise, et c'est conforme aussi au code de collectivité générale del CGCT, le code général des collectivités territoriales. On a trouvé que c'était une bonne idée, même si certains d'entre nous ont été un petit peu surpris et choqués. C'était une très bonne idée. Nous allons nous aussi filmer les débats de ce matin et nous le mettrons exclusivement sur le site de la commune. Voilà. C'est le premier point que je voulais dire. Le deuxième, je vais vous faire passer à chacun d'entre vous un agenda du CITREM. Chaque année, le CITREM remet à chaque commune qui est membre de ce syndicat des agendas à destination des élus. Donc il y en a un par personne. Et ceux qui ne sont pas présents ce matin, ben, nous aurons la prochaine fois. Donc je pense que je vais voir la feuille d'appel. J'en ai regardé deux de côté pour les deux pouvoirs que j'ai. Donc je déclare ouverte la séance du conseil municipal du 20 décembre. Donc je vais procéder à l'appel. Marcel Oulès, présent. Pierrette Munier. Présente. Grégory Alteba. Présent. Caroline Dumont. Présente. Ali Bouchama, pouvoir Marcel Oulès. Fabienne Gilliot. Présent. Toufik Hamdi. Présent. Martine Bernada. Présent. Bertrand Carlin. Pouvoir Grégory Alteba. Nina Trac. Présente. Gilles Dauvergne. Présent. Myriam El Alaoui. Présente. Eddie Popote. Présent. Évilon Laville. Présent. Thierry Rochette. Présent. Georges Pambou. Absent. Christian Jaillet. Absent. Gaël Bouvier. Présente. Claire-Marie Soulis. Présent. Nous allons procéder comme d'habitude à l'élection d'un secrétaire de séance. Y a-t-il une ou un candidat? Martine Bernada, bon, personne d'autre. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Donc Martine Bernada est élue secrétaire de séance. Je voudrais excuser Stéphanie Dupéillage qui n'est pas là ce matin, qui assiste au conseil pour elle aussi prendre des notes. Elle est en congé jusqu'au début de l'année prochaine. Vous signerez aussi le procès verbal de ce conseil que je fais circuler. Ceux qui n'étaient pas là au dernier conseil, ils étaient 5, ne le signent pas. Et ceux qui avaient un pouvoir signent 2 fois. Voilà. Ah oui, pardon. Avant le signer, oui, c'est vrai. J'étais un petit peu vite. Vous avez été remis le procès verbal du dernier conseil. Et est-ce que vous avez des remarques ou des questions à faire à propos de ce procès verbal? Il y a un problème sur le nombre de voix dans le numéro 2, la finance. Il y a 11 voix et une abstention. Sur la première page. Alors attendez, on va. Tout en bas. 11 voix. Ah oui, on se voit, d'accord, ok, oui, Une oui. abstention, il y a un problème de voix. Très juste. Très juste. Je pense que les pouvoirs n'ont pas été comptés. On fera corriger. C'est une faute de frappe, je pense. Oui, c'est trop de frappe. Autre chose? Si, oui. Je m'oppose à la rédaction que vous faites le compte rendu des discussions qu'il y a eu à propos de Marley-Gondoire. Ça ne reflète pas la réalité des discussions qui se sont tenues ici. Voilà, je voulais vous le faire savoir et je me demande comment sont rédigés les comptes rendus, par qui. Les comptes rendus sont rédigés par le secrétaire de séance. Et puis C'était Pierre
cigarette d'ailleurs ce jour-là. Ça va venir? Oui. Donc, qu'est-ce qui vous gênerait? Par exemple, au-delà de la faiblesse du compte-rendu, les arguments des uns et des autres, qui est relaté en compte-rendu, je voudrais attirer l'attention du Conseil sur le fait que je ne vais pas essayer de faire changer d'avis, Georges. Ah si. Ah si, tout le monde est témoin ici, monsieur. Si. Oui, alors, Non, mais vous pouvez le prétendre. Ça ne change rien au fait. comment? Vous pouvez le prétendre. Ah ben oui. Oui, je m'oppose à ce fait. Ah ben oui, non, mais vous pouvez vous y opposer, mais vous l'avez dit, donc je pense que le compte rendu reflète de manière précise les propos qui ont été dits. Vous avez tenu ces propos-là. Dommage que M. Pambou ne soit pas là pour infirmer ou... Ça peut être des excuses parce qu'il est malade ce matin. Il vous a donné un pouvoir? Il ne viendra pas. Non, non parce qu'il devait être dans son lit. D'accord. C'est dommage, si vous avez donné un pouvoir, ça marque absent. Pour finir sur ce sujet, si vous me le permettez, Oui. moi j'ai développé des arguments qui vous ont déplu, certes. Ensuite, et j'ai indiqué que je voterais contre. Georges a développé longuement les siens, environ une vingtaine de minutes, en expliquant toutes les raisons pour lesquelles il fallait ne pas voter la dérogation du monsieur Chartier auquel vous nous conviez. Pour conclure, donc il allait voter malgré tout pour. Mais c'est ces arguments, moi je n'ai pas dit un mot pendant qu'il ça. Il a développé des arguments, je lui ai demandé s'il allait en conclure logiquement de voter contre. Il a dit non, qu'il allait voter pour, c'est tout, c'est une simple question. C'est pas moi qui ai développé les arguments, c'est lui. Or, pour convaincre quelqu'un, il faut lui parler, engager un dialogue, et j'étais muet pendant toute la séquence d'argumentaire. Donc vous pouvez dire que je vais demander qu'est-ce qu'il allait voter, enfin vous pouvez le tourner d'une autre manière, mais vous ne pouvez pas dire que j'ai cherché à le convaincre. Sinon, je lui aurais parlé. Mais vous lui avez parlé? Oui. Vous lui avez parlé justement en direct? Un quart d'heure Vous avant. l'appelez en direct? Non, pendant la séance, monsieur. Pendant la séance, monsieur Soulis. Pendant la séance. Bon, mettez-le si ça vous plaît, je lui opposerai d'une autre manière. Oui, mais de toute façon, vous avez fait remarque, et puis maintenant, s'il n'y a pas d'autres remarques, on va passer au vote. Qui est contre ce compte rendu? Moi, c'est bien enregistré. C'est bien clair. enregistré, oui. Ah, Deux fois, vous avez vu. Il n'y a pas de doute. On va revoir les bancs pour la première fois. Qui s'abstiendrait? Qui vote pour? Donc le compte rendu, le procès verbal du dernier conseil est adopté. Vous pouvez le signer maintenant. Même si vous avez voté contre, vous pouvez le signer. On notera que dans le prochain conseil que vous avez voté contre le procès verbal. J'ai le papier post-it avec ceux qui doivent signer. Bien. Premier point à l'ordre du jour, c'est un point concernant les finances. Autorisation donnée au maire pour engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement en 2015 avant le vote du budget primitif. Donc, comme vous l'indique le projet de délibération qui vous a été remis avec le dossier, afin de permettre le bon déroulement des projets et actions en cours, la réglementation prévoit un dispositif ouvrant la possibilité d'assurer l'engagement, la liquidation et le mandatement de dépenses d'investissement durant la période du 1er janvier de l'exercice jusqu'au vote du budget primitif. Cette possibilité est limitée au quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent. C'est-à-dire qu'en attendant le vote du budget de l'année 2015, qui devra intervenir avant le 30 avril 2015, donc ça sera, je pense, l'objet du premier ou deuxième conseil de l'année prochaine, les textes autorisent le maire à poursuivre des dépenses d'investissement sur l'année 2015, alors que l'exercice 2014 est écoulé, pour la hauteur d'un quart du budget des dépenses d'investissement de l'année précédente, du budget précédent. Donc vous avez les détails sur le projet de délibération, qui, par chapitre, donne le montant des crédits qui ont été budgétés en 2014 et ce que représente le quart de ces dépenses. C'est-à-dire le chapitre 20, les immobilisations incorporelles, au crédit de budget 2014 c'était 20 522 €, cela donne une autorisation maximum d'un quart, 5 130 €. Les immobilisations corporelles au chapitre 21, 98 664 € au budget 2014, 24 666 le quart des dépenses pour l'année 2015. Et les immobilisations en cours, 1 207 030 €, donc le quart représente 301 757 €. Voilà.
Donc, ce qui ne veut pas dire qu'on va dépenser ces sommes entre le 1er janvier et le 30 avril. C'est pour permettre, pour assurer la continuité du paiement des factures, ou s'il y arrivait une nécessité absolue d'engager des investissements pour du matériel ou autre chose, pour remplacer le matériel défaillant. Donc on pourrait à ce moment-là honorer les factures. Voilà. C'est une disposition qui est prévue par le code électoral, qui est prévue par les textes et par le CGCT en son article L612. Voilà. Avez-vous des questions, des remarques à faire sur ce point? Est-ce qu'on peut avoir des détails de ce qu'il y a dans chaque chapitre? Comment? Est-ce qu'on peut avoir des détails de ce qui est concerné dans un chapitre? Alors, dans les immobilisations incorporelles, ce sont les études. Les études où, comme par exemple, quand on prend une concession d'un logiciel informatique, si on le paye, si c'est sous forme de, c'est pas des abonnements, mais des conventions, c'est à ce chapitre. Le chapitre 21, c'est tout ce qui touche les dépenses de voirie, les dépenses dans les bâtiments, les frais de... Oui, c'est ça essentiellement, tout ce qui est voirie, électricité, enfin tous les travaux. Et le chapitre 23, c'est tout ce qui est construction ou frais divers. Informatique. Enfin, Et puis les bâtiments aussi. c'est Dans les bâtiments. c'est le 21. C'est le 21. D'autres questions? Construction, c'est... La liquidation du budget, le quart des dépenses, vous nous demandez l'autorisation. Ça correspond au budget que vous êtes en train d'étudier en ce moment pour 2015? Non, Non, on a non. dit le budget 2014, inscrit au budget 2014, c'est écrit. C'est écrit. Hein. Le budget 2015 n'est pas encore travaillé, on ne peut pas le faire, on ne sait pas le montant des recettes que l'on va On n'a avoir, pas les on chiffres de l'État. ne connaît pas la DGF, dotation globale de fonctionnement, on ne connaît pas le rapport que va reporter les différentes taxes que l'on touche, foncières, les taxes d'habitation, donc on ne peut pas monter un budget, on ne peut faire que des prévisions sur des chiffres qu'on ne sait pas. Donc tant qu'on n'a pas ces chiffres, en général on les a pour en janvier, Février. en février, donc à partir de ce moment-là on pourra commencer à élaborer le budget. Donc c'est pour ça que ces chiffres sont basés sur le budget voté en 2014. Mais c'est la loi, de toute façon, c'est le texte. Les dépenses de fonctionnement, par exemple, elles sont... Ah ben là, on a le droit de dépenser le 12e des dépenses de 2014. On n'a pas besoin de voter, c'est prévu par mois. Voilà. Puisque justement, on recevra par période mensuelle, par période un 12e, pour permettre justement d'assurer le fonctionnement, notamment la rémunération des fonctionnaires. Voilà. Donc le fonctionnement n'est pas pris en compte dans cette disposition, c'est juste pour l'investissement. D'autres questions? D'autres remarques? Je pense que nous allons passer au vote. Qui serait contre? Moi? Qui s'abstiendrait? Madame Bouillet. Qui vote pour? Merci. Point suivant, convention avec Paybox pour le paiement de la restauration scolaire et du centre de loisirs par carte bancaire. Donc je vais donner la parole à Pierrette pour nous donner des explications. Alors, nous avons autorisé le paiement de nos prestations de services enfance par carte bancaire ou par Internet. Bon, pour cela, il y a des procédures à mettre en place, notamment des conventions, soit avec une banque, soit avec la trésorerie, soit avec un prestataire autre. Donc nous, on a choisi de passer une convention avec la société Paybox pour assurer, c'est une plateforme qui permet de recevoir l'argent par carte bancaire et de le reverser au trésor, tout simplement. Donc cette société, alors ça aura un coût de 450 € par mois. Voilà. Et c'est une société qui est basée, je crois, dans la région parisienne. À Guyancourt. Guyancourt, voilà. Rue Jacques Tardy. Donc vous avez le projet de convention qui vous a été remis avec le dossier. Voilà. Est-ce que vous avez des remarques à faire sur ce projet de convention?
ou des questions à De poser. toute façon, c'est une société, comme vous voyez, qui est agréée par le ministère des Finances. On ne peut pas travailler avec n'importe qui. En fait, c'est en raison de la dématérialisation Voilà. des services financiers. Et la mise en place de systèmes de paiement par carte bancaire pour justement les activités scolaires et périscolaires ont connu un développement important. Hein. On est à plus de 70% de paiement. Donc c'était nécessaire de pouvoir avoir un prestataire de service qui facilite justement les relations avec la DGFiP. Ça correspond à ce qui était déjà mis en place le télépaiement? Ou ça fait doublon avec le télépaiement? On a déjà mis en place le paiement par carte bancaire, mais on change de logiciel comptable, donc il faut qu'on passe à un niveau supérieur de... Donc ça remplace ce qui est déjà mis en place? Oui. Aujourd'hui, on passait par la trésorerie, par la plateforme de la trésorerie. On n'avait pas de convention avec un prestataire. Un prestataire agréé par le ministère des Finances, bien entendu. Oui, on est obligé. Hein. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. C'est le droit d'un document pas flexible, c'est entre les deux. 450 € par mois. Oui. C'est un pack flexible. Oui, c'est ça. D'accord. Ça nous suffit pour l'instant. Non, c'est pas 450 € par mois. C'est pas ce que tu avais. C'est 480 € hors taxe pour l'année complète. Le pack flexible. Excusez-moi. Oui, puisqu'après on paie à la transaction. Voilà. On paie exact. On paie à la transaction. 85 €. 450 € c'est le prix du module. Oui, et c'est 85 centimes par transaction. Voilà. 450 € c'est fixe. Oui, oui. C'est le paramétrage, voilà. c'est plus les interventions annuelles. D'autres questions, d'autres remarques? Bien, je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Moi. Monsieur Soulis. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Point suivant, convention RSCMG pour l'intervention des DUMIS sur le temps scolaire à l'école élémentaire du Loupio. C'est le renouvellement de la convention qu'on avait passée les années précédentes avec la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire, qui a la compétence musique, qui s'est appuyé sur la volonté du département de développer l'enseignement musical sur tout son territoire, mais pour permettre ainsi la facilité l'accès à la musique à tous les enfants, permettre un rayonnement artistique et pédagogique sur les 18 communes du territoire, ça c'est la politique de Marne-et-Gondoire, proposer une ouverture vers les différents publics, permettre un élargissement de l'offre publique par la mise en place de nouveaux dispositifs, créer des liens entre les différents acteurs du territoire, développer des partenariats, sensibiliser aux démarches de création et de production artistique et intégrer des nouvelles pratiques. Donc les DUMistes, ce sont des professeurs qui sont agréés par l'éducation nationale, hein, qui connaissent la musique et qui sont détachés dans les écoles primaires, élémentaires plutôt, pas les écoles maternelles, primaires aussi. Les maternelles peuvent aussi avoir droit. D'accord, et qui font un enseignement musical. Voilà. Donc notre politique se fait aussi au niveau des collèges, sur le territoire de Marne-et-Gondoire, puisque des groupes de musique sont formés justement par des musiciens et des profs de musique qui enseignent sur le territoire de Marne-et-Gondoire. Peut-être, Martine, tu voudrais ajouter quelque chose sur les DUMistes, toi qui été occupé du projet l'année dernière? Oui, dire que c'est un diplôme universitaire, c'est très sérieux, et les enseignants sont prêts pour cette année. Sinon, sur les collèges, c'est carrément des classes qui choisissent ces options et qui travaillent sur 2-3 ans. Un orchestre. Il y en a une à Marseille-Rivière et une à Lucie-Saint-Georges. Donc bien sûr, tout cela a un coût et qui est partagé. 50% est pris en charge par la communauté d'agglomération de Marne-et-Gondoire au titre de sa compétence de l'enseignement musical, 25% par le conseil général au titre du développement des enseignements artistiques, ce qui avait justifié la convention entre la communauté d'agglomération et le département,
Et enfin, 25% par les communes au titre de leurs compétences scolaires. Donc, vous avez dans le projet de convention l'organisation, hein, ça se fera du mois d'octobre 2014 jusqu'en juillet 2015, c'est-à-dire sur la période scolaire. Ça sera pour l'école élémentaire du Loupio, qui est dirigée par Sophie Bourdin-Suret. Les classes concernées sont 12, c'est-à-dire chacune des classes de l'école du Loupio, et il y a 10 séances dans l'année. Et la durée des séances, c'est en gros 1 heure. Pour le coup, Pierrette, c'est... Mais ça les 1200 €. Voilà, c'est ça. Vous l'avez à l'article 7. La commune participe à hauteur de 25% du coût horaire d'un enseignant titulaire de DUMI, supporté par la CNG selon la formule suivante. 0,25, c'est-à-dire le quart, c'est la part de la commune, multiplié par le coût horaire de l'intervention pour la CNG, c'est 40 €. C'était en 2011, 40 €. Ça n'a pas changé. Si, sûrement. 1000 multiplié par 120 heures, c'est-à-dire 10 heures par classe et 12 classes. Ça fait donc la part de la commune à 1 200 €. Nous, on paye ce bien dans la convention. Nous, voilà, on paye le montant de la convention. Par contre, pour la période, vous dites que ça va démarrer en octobre 2014, mais en Ça a démarré. Ça a démarré. On vote maintenant, mais... On vote pour quelque chose qui a déjà démarré, c'est ça? Oui, Il faut qu'on approuve quelque chose qui a déjà démarré. oui. Je pense que vous allez vous passer notre approbation, ça doit rouler tout seul. La convention, c'est de reconduction de la convention de l'année dernière. C'est une convention qui existe déjà. On la vote quand on nous la donne à voter, monsieur Soulis. On ne l'a pas donnée avant. C'est bien, il faut faire ce qu'on nous dit de faire. Je pense que l'intérêt des enfants est d'avoir l'enseignement musical. Je pense que ça dépasse peut-être toutes les autres considérations de cet ordre-là. Non, je pense que ce n'est pas votre avis sur la chose. C'est l'avis qu'on vous a transmis, comme la convention, dont vous nous faites voter, comme la demande de dérogation. On va le faire. Non, mais M. Soulis, ce choix de prendre les DUMI, ça a été décidé au conseil d'école en juin dernier. Voilà, et en début d'année scolaire, les enseignants ont travaillé sur une organisation avec les DUMistes. Il a fallu organiser cela. Ça s'est mis en place au mois d'octobre. Il s'avère que, du moment où on lance l'intégration des DUMistes dans les classes, il faut que la CNG le valide aussi de son côté. Donc voilà, la convention est partie de la CNG parce que la ville de Chanteloup a reconduit l'intégration des DUMistes au sein des écoles au sein de l'école du Loupio. Donc voilà pourquoi c'est arrivé en octobre, voilà, octobre-novembre, c'est tout. C'est pas du tout. Voilà, si on avait pu l'avoir au mois de juin, on l'aurait eu au mois de juin. Voilà, il s'avère que les enseignants, il y a des nouveaux enseignants qui sont arrivés en plus sur l'école à la rentrée. Si on avait fait une convention au mois de juin avec 10 classes, on a 12 classes cette année. Là, vous voyez, donc c'est pas, votre remarque n'est pas justifiable. Enfin bon, vous pouvez vous abstenir ou voter contre. Et deuxième raison, excusez-moi, c'est comptable puisque la convention, elle existe surtout, comme dit Grégory, après c'est le conseil de classe qui décide, hein, c'est les enseignants s'ils veulent de la musique ou pas, c'est pour le paiement. C'est pour justifier du paiement la convention surtout. Et ça c'est pour le budget 2015, donc nous ne sommes pas en retard. 2014 c'est déjà fait, on a eu la convention, on a payé au vu d'une convention qu'on a votée ici. Ça c'est la convention pour le budget 2015. Et par contre là, on va pour payer sur un tarif en 2011. Ah ben ça c'est le problème de la CNG. Hein. Donc non, mais si c'est signé, c'est ce tarif-là. Ah oui. Quand on va signer la convention, c'est 1200 €. Ça sera 1200 €. On paye ce qu'il y a dans la convention. Il y a pas, dans la convention, il n'y a pas marqué réajustement. En fait, ça ne marche pas en année civile, ça marche en année, je veux dire, en année scolaire. Donc, la convention marche pendant la période de l'année scolaire. Voilà. Et elle est votée au budget suivant. 2014 a été payé, on paiera 2015 sur le budget. Cette dépense sera inscrite sur le budget 2015. D'autres questions, d'autres remarques? La convention existait, la même convention existait l'année dernière. Oui, voilà. Oui. Donc elle n'a pas été dénoncée. Non. Non. Elle a reconduite automatique. Voilà. C'est à la demande, comme disait Grégory, à la demande des enseignants. Les enseignants et Et les en fonction de la disponibilité des DUMistes, voilà. Ils sont très-demandés. On peut dire qu'on est un petit peu privilégié. On est privilégié. Il y en a qui sont un peu battus pour les avoir. Donc C'est voilà, vrai. on a la chance d'avoir des DUMistes sur Chanteloup qui
Ils sont volontaires pour reconduire et c'est pour ça que Sophie Lourdin a vraiment insisté pour qu'on puisse les avoir. Et voilà, le fait de les avoir et qu'ils fassent sur toutes les classes 10 séances d'1 heure, c'est sur l'ensemble du territoire, on est privilégiés. Donc ne nous privons pas de ceci, la musique adoucit les mœurs. Voilà. Et avant que Marne-et-Gondoire passe cette convention avec le département et prenne la compétence musique, il y avait un enseignement musical qui était enseigné à l'école de Loupio. Il était fait bénévolement par une personne de Chanteloup qui était professeur de guitare, je crois. Voilà. Donc il y a toujours eu un enseignement musical assuré sur l'école de Loupio. Bon, la prise de compétence de Marne-et-Gondoire a permis d'étoffer cet enseignement musical et nous avons à disposition des lumistes, des diplômés de l'université. Ce que je n'ai pas compris, c'est une personne, parce qu'il y a un nombre. Oui, oui. Donc elle fait piano, ou un ensemble d'instruments. Alors là, après, ça c'est avec c'est les enseignants qui font un programme, qui choisissent. Après, il y a une personne qui vient. Ça peut être la même personne sur la totalité de l'année, comme ça peut être une personne qui va peut-être enseigner une telle pratique musicale et une autre. Voilà. Et ça, après, c'est l'organisation propre à Marne-et-Gondoire par rapport aux demandes des enseignants et aux programmes qui Pardon? Non, voilà. Ni du pipeau. Les instruments rares, c'est à Bussy-Saint-Georges. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Moi, Monsieur Soulis. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Les enfants pourront continuer à avoir un enseignement musical. C'est ce qui compte. Convention avec Free Mobile pour l'installation d'antennes téléphoniques sur le château d'eau. Nous avons été contactés avant l'été dernier et nous avons demandé qu'on se revoie à la rentrée par la société Free, qui est le dernier fournisseur téléphonique qui est sur le marché, qui a été reconnu par l'État. Donc de pouvoir utiliser notre château d'eau, comme le font déjà deux autres fournisseurs d'accès, que sont Bouygues et SFR, pour pouvoir installer des antennes téléphoniques, pour pouvoir développer leur réseau. Donc cela peut se faire que par une convention par laquelle ils louent l'emplacement sur le château d'eau, et une convention qui est payée 2 fois par an. Donc nous les avons rencontrés, Thierry Rochette a lui aussi étudié le dossier. Les premières remarques que nous avons faites, je vais laisser Thierry en parler, puisque c'est lui qui a regardé le dossier. C'est le même que vous avez avec votre dossier du conseil. Et si vous avez eu, je vous ai rajouté par internet des données techniques, qui sont peut-être difficilement compréhensibles pour celui qui ne connaît pas toute la technique, ce qui est aussi mon cas, sur les mesures qui ont été faites concernant les antennes qui sont posées. Alors, je les ai ici sous forme de papier et je vous les ai adressées, je crois, samedi dernier par mail à chacun des conseillers. Donc Thierry, si tu veux... Donc il y avait 2 points importants, c'était l'intégration des antennes sur le château d'eau, pour un aspect de visu, pour pouvoir dégrader un peu l'ensemble. Les premières propositions marquaient des antennes un peu hautes, c'était trop visible, donc les ont descendu. Et après on avait une question sur les puissances dégagées de ces antennes. Donc par rapport au document qui a été fourni la semaine dernière, on est inférieur aux limites autorisées. Donc on reste dans des puissances tolérables pour l'environnement. On peut savoir les puissances Alors c'est les projets d'antennes qui sont à 900, 2100 et 2600 MHz. Voilà. On peut le permettre. Pardon? On peut le permettre.
2006 et on a pensé de faire une zone. C'est un problème important. Non, mais je l'ai lu, c'est dans les normes. J'ai lu. Une certaine valeur à pas dépasser, elle ne dépasse pas cette valeur. Il y a plusieurs questions. Oui. Sur les températures supérieures à la puissance maximum. Et de toute façon, les puissances peuvent être réglées. Si jamais la norme diminue, ils peuvent vraiment diminuer leur puissance de leurs écouteurs. Il faut savoir aussi que chacun des fournisseurs ont des fréquences qui leur sont attribuées, et qui sont différentes bien sûr pour pas qu'il y ait de chevauchement ou de brouillage, et les puissances développées ne s'ajoutent pas. Donc notre première remarque l'avait été, c'est celle qu'a dit Thierry, c'était la hauteur des antennes qui dépassait ce que faisaient les autres fournisseurs. Donc on leur a demandé de retravailler, on leur a fait retravailler 2 fois parce que leur deuxième proposition n'était pas satisfaisante. Et après, bon, il est vrai qu'ils ne peuvent pas descendre en dessous de certaines hauteurs pour pouvoir être audibles aussi. Et donc, bon, là, ça ne dépassera pas le point le plus haut du château, qui est la dernière antenne qui est sur le dôme. Donc, ils avaient fait une proposition aussi de prix qui était 9 000 €, que je trouvais une hypothèse basse, puisque bon, les 2 autres fournisseurs d'accès, un est à 9 750 € et l'autre est à 11 700. Donc, mais c'est par le biais des calculs de chaque année, de la formule de réactualisation de la redevance. Donc j'ai demandé aux représentants de Free de faire un effort supplémentaire et de s'aligner sur la plus haute, la redevance la plus haute payée par un des 2 autres concurrents. Donc on est convenu à 11 000 €. J'ai dit 11 000 €, c'était une vente acceptable, puisque par rapport aux 9 000 qui est proposé au départ. 9 000 étant le chiffre en dessous de la redevance la plus faible. D'autres questions, d'autres remarques? Oui. Ça aurait été bien qu'on ait, à côté d'un dossier financier, que vous nous présentez une étude sanitaire. Je sais que la mairie est très friande du principe de précaution, comme on avait vu à propos du terrain de foot. Caroline, je ne sais pas si tu te souviens, pour la distribution des subventions l'année dernière aux associations de foot. On avait évoqué ce fait autour du terrain, du fossé, et ainsi de suite. Donc ça aurait été bien, en application de ce principe, que tout le monde semble bien aimé ici, qu'on ait, pour répondre à la question de Christian, une évaluation des risques sanitaires des émissions d'ondes en plein village. La deuxième remarque, c'est que pendant la campagne, un de mes colistiers vous avez interpellé sur ces problèmes d'antenne de réception télé, je crois, qui étaient installés sur le même château d'eau. Vous l'avez conduit assez sèchement, ce qui avait poussé le député de la circonscription à vous amener à revoir votre position brutale vis-à-vis de ce concitoyen. C'était alors pas votre problème, lui disiez-vous, ce qui se passait sur ce château d'eau, ni son antenne collective. Ça ne vous regardait pas, c'était un problème complètement personnel. Et là, je vois que maintenant, on est invité à voter pour l'installation d'une antenne d'un opérateur privé sur le château d'eau. Donc là, je vois que ça vous intéresse à nouveau. Je le regrette. Et la troisième remarque que je ferai, qui vous expliquera pourquoi je voterai contre ce projet, c'est que j'ai dans l'idée de reprendre pour la ville le projet, je crois, qu'avait émis le maire précédent, Gérard Villaume, de réinvestir ce château d'eau qui semble appartenir à personne, pour développer dedans une installation touristique. Je crois qu'il parlait d'un bar panoramique, je trouve que c'est une excellente idée, ou quelque chose comme ça. Et ça m'ennuierait d'obérer la possibilité de développer un projet de ce type-là en plantant une antenne commerciale. Voilà, les 3 raisons pour lesquelles je voterai contre. D'accord. Alors pour vous répondre, je ne m'étendrai pas sur l'antenne de télédiffusion, qui est un produit purement privé, qui relevait des copropriétaires concernés par la diffusion de cette antenne.
et mon refus de prendre en charge, de faire prendre en charge par le budget communal, c'est-à-dire par les impôts que paie la totalité des habitants de Chanteloup, pour un objectif totalement privé. Et c'était le fait que l'antenne, il y avait ce contrat avant, oui, mais quand on est passé à la TNT, il fallait changer tout le matériel. Donc le matériel, nous avons dit que nous ne le prendrions pas en charge, nous ne prendrions pas en charge la poursuite de la maintenance de l'antenne, étant donné que c'était purement privé. Si mon prédécesseur, j'ai respecté ce qu'avait fait mon prédécesseur Gérard Villaume, qui par souci de convivialité à l'époque, mais c'était la seule antenne qu'il y avait sur la commune, avait accepté de prendre en charge la maintenance, tout simplement, la maintenance, c'était une chose. À partir du moment où il fallait changer les amplis, changer les antennes, changer tout ce truc-là, on rentrait dans un autre domaine. J'avais respecté la parole de Gérard Villaume sur les anciens équipements. Pour les nouveaux, j'ai considéré, et le conseil à l'époque avait considéré, qu'il n'était pas du fait de la commune, de la collectivité, de prendre en charge un système de diffusion purement privé. Voilà ma réponse sur ce point-là. Si j'ai remis sèchement en place ce que vous appelez votre policier, on s'en expliquait depuis, il a très bien compris puisqu'il revient plus à la charge, et je l'avais remis un petit peu sèchement à sa place. Pourquoi? Parce qu'il était venu me déranger au moment où j'allais prendre la parole pour m'adresser à la population pour les vœux de l'année dernière. Voilà. Monsieur le député Sévret est intervenu, mais le pauvre, il ne connaissait pas le problème à ce moment-là, et je m'en suis expliqué avec lui après, et depuis, ça en est resté là. Voilà. Concernant les antennes qui sont les antennes sur des antennes de téléphonie. Ça n'a rien à voir avec des antennes de télévision. Donc c'est pour permettre à tous ceux, à nous, qui utilisons soit SFR, soit Bouygues, soit Free pour ceux qui l'ont, de pouvoir téléphoner. Il manque Orange. Orange ne s'est jamais manifesté. On n'a pas été les chercher, comme nous n'avons pas été chercher ni Bouygues, ni SFR, et ni Free. Donc voilà. Donc à partir du moment où ils occupent ce château d'eau, ils doivent une redevance. C'est normal. Ils occupent un bien qui appartient à la commune de Chanteloup. Donc la redevance, elle est légitime, et ça dessert au-delà de la commune de Chanteloup. Hein, c'est un opérateur privé qui utilise un bien public pour pouvoir assurer son activité. Et ça se modèle. Voilà. Quand l'idée qu'avait eu Gérard Villaume concernant l'aménagement du château d'eau en restaurant panoramique, c'est vrai, il en avait parlé, mais aucune décision n'a été prise. Et justement, pour pas que ce château d'eau reste inutilisé, quand le premier opérateur était venu, donc il avait trouvé un arrangement, parce que c'est Gérard qui avait trouvé l'arrangement, le loyer, qui était sans doute un petit peu minoré à l'époque, mais le premier opérateur, je ne sais plus lequel c'est, je crois que c'est SFR, hein, avait pris à sa charge repeindre tout le château d'eau. Il avait repris à sa charge repeindre le château d'eau, ce qui fait que ça avait diminué, si vous voulez, le calcul sur le loyer. C'est pour ça qu'il y a un écart actuellement entre SFR et Bouygues. Voilà. Donc, et chacun des utilisateurs place son propre matériel à l'intérieur du château d'eau, c'est-à-dire des boîtes, tout ce qui est les coffrets techniques, les arrivées électriques et tout cela, et les antennes sur le toit. Voilà. Donc pour un contrat qui va durer jusqu'à 12 ans et qui peut être remis en cause n'importe quand et rediscuté tous les 4 ans. Voilà. Si je peux rajouter, les loyers payés par les sociétés servent à financer le quart de la carte imaginaire des collégiens. Je n'ai pas entendu. La carte de la carte imaginaire pour les collégiens de Chanteloup qui vont dans le collège sectorisé. Ce contrat-là? Non, les deux premiers, SFR et de Bouygues. Pour le moment, on n'a pas décidé, on n'a pas une décision. Là, on n'a pas voté de convention, on ne prend pas de décision. On en prendra un jour pour savoir si on affecte au budget général de la commune, au budget de fonctionnement général de la commune, le montant de cette redevance, ou si on y trouve une utilité sociale, comme on avait pensé à l'époque, quand on avait pris les cartes imaginaires. Voilà. La carte imaginaire, je rappelle, elle est prise 50% par le département et 50% par les utilisateurs. Et sur ces 50%, la commune en paie 25%. Et je rappelle que la carte imaginaire, elle permet aux élèves qui fréquentent le collège reconnu par la carte du secteur
fourni sectorisé par l'éducation nationale, c'est-à-dire le collège des 4 heures. Oui. Voilà. C'est pour répondre à votre utilité de... Alors, oui, il n'y a pas de rapport, hein, c'est une justification comme une autre, on peut toujours tout justifier, quoi que ce soit. La justification, c'est une réalité, monsieur, c'est une réalité. Oui, non, mais attendez, vous êtes exprimé, si on ne peut pas dire un mot, vous le dites. Mais vous avez largement le temps de parler, vous le savez. Donc, sur le... Vous qui parlez. Oui, ça, ou financer la faim dans le monde, c'est pareil. Bon. C'est puéril, ça. Le dossier de précaution sanitaire, donc le principe de précaution, on reste sans nouvelles de ce principe-là sur les puissants. Je crois que c'est une bonne question, je ne l'avais pas posée, mais... Moi, ça vient parce qu'on a quand même le centre de la loisir avec des enfants qui sont à proximité de ces antennes. Donc quand même, il y a un hôtel aussi, des habitations. Il y a une précaution particulière pour les enfants. Donc le tout, c'est quand même de savoir si... il n'y a pas que les enfants, il y a aussi les adultes. Dans ces cas-là, il y a aussi les adultes. Arrêtez de parler des enfants, ça c'est de l'égoïsme primaire. Il y a les adultes qui arrivent Non, ensemble. c'est qu'il y a une loi qui protège les enfants. Oui, mais les enfants et les adultes. La population, vous avez une zone, certes, avec un périmètre. Alors vous, un périmètre de 100 mètres. Une maison, du tout, vous cassez celle qui Moi, je pourrais dire que c'est un excellent argument parce que vous prenez appui sur les enfants et leur carte imaginaire pour l'installer. Christian, à contrario, dit puisque c'est à propos des jeunes, je pose des questions sanitaires. C'est une bonne remarque. Alors, il existe un organisme qui s'appelle l'ACOFRAC, qui peut être saisi par les particuliers pour faire des mesures. J'ai saisi cet organisme et ils m'ont gentiment renvoyé dans mes cordes en disant qu'il fallait les solliciter, que ce soit un particulier qui les sollicite. Moi, j'avais sollicité sur des points bien précis l'hôtel, justement, et la maison les plus proches en dessous, le centre de loisirs et hors d'un périmètre de 100 mètres. Et donc, voilà. Donc, la on peut les saisir, alors. Pardon? On peut les saisir préalablement à la signature du contrat. Ça peut... c'est-à-dire, comment voulez-vous mesurer alors que les antennes ne sont pas placées? Oh, monsieur. On peut demander quand même, par exemple, à l'Afrique qui fasse une vérification par un bureau de contrôle après l'installation. Ouais. Oui, mais d'accord, ça c'est tout à fait. Mais plutôt avant qu'après, quoi, bien sûr. Et bon, de toute façon, ils n'auraient pas les autorisations, je dirais, ministérielles et l'autorité de gestion des... Comment on appelle ça l'autorité de... Pardon? Des fréquences. Voilà. Voilà. S'il y avait un risque sanitaire, c'est quand même reconnu par le ministère de la Santé, c'est signé c'est des accords qui sont passés, qui sont conformes aux règles. Mais on peut faire toutes les mesures après et ça n'a aucun problème. Et, je pense que ça fait un certain nombre d'années que les antennes sont sur le château d'eau et qui ont des mêmes puissances, si vous regardez le dossier. Et il n'y a jamais eu de remarques, de problème là-dessus. D'accord, donc principe de précaution, là non. Alors on le mémorise pour le prochain projet auquel on fera appel à ce principe pour le faire ou pas le faire. Le principe de précaution, il y est, puisque Free ne pourrait pas installer des antennes s'il n'avait pas les autorisations, parce que ça pourrait mettre en danger la santé publique. Ils prennent des précautions particulières quand leurs techniciens interviennent. C'est-à-dire qu'ils coupent les antennes parce que le technicien qui intervient, s'il dépasse un certain temps pour son intervention, il est directement confronté aux fréquences. Là, c'est à ce moment-là qu'il coupe les antennes. C'est l'obligation qu'il aurait faite, l'obligation réglementaire qu'il aurait faite. Voilà. Donc le schéma que vous nous proposez, c'est de laisser installer les antennes pour 11 000 €, c'est ça? 11 000 € par an, oui. 11 000 € par an, d'accord. De ensuite mandater un habitant qui ne se trouve pas trop loin pour que lui demande une mesure du rayonnement et qu'on puisse enfin vérifier si c'était bien ou pas de le faire. C'est ça le schéma? Ça peut se faire, oui. C'est ça le schéma? Oui. Enfin, il y a un CERFA à remplir que j'ai rempli moi en ma qualité de maire, oui, en mandat, et la COFAS m'a dit c'est pas comme ça que ça se fait, il faut qu'on soit saisi officiellement par un riverain avec un point précis. Moi je voulais des mesures sur 3 points. Sur l'hôtel, sur la maison la plus proche au pied du château d'eau et sur un point sur le centre de loisirs. Et donc ce n'était pas possible, il fallait faire qu'un seul point, que ce soit une demande d'un particulier. Voilà.
Je veux bien refaire la demande, mais c'est pas. Si vous n'êtes pas. Je me ferai en tant que citoyen. Non, maire, mais responsable du centre de loisirs. Voilà, citoyen, je suis éloigné du périmètre des antennes, donc ça n'a aucun intérêt. Donc il faut qu'un habitant demande. On a, Georges Cambou, été questionné par une personne de Fresnes sur le. Par une personne de. Par une personne qui habite juste à proximité. Oui. Donc ce serait bien peut-être d'avoir l'adresse de la COPRAC. Oui. Je l'ai refusé, si elle veut faire une action personnelle. Je vous la donnerai, je ne l'ai pas là, je crois que c'est en 94. Voilà. Ça, au moins, on pourra le diffuser, si elle veut faire de son côté une action, elle peut la faire. L'adresse de la COFRAS, elle est donnée dans le document de Free, et le représentant marchand, le commercial qui venait au nom de Free m'a donné les coordonnées. Donc il n'y a rien de secret. Une petite question. Oui. Est-ce qu'il y a un besoin d'avoir Free, une antenne Free? C'est peut-être un peu personnel, mais moi je suis chez Free, ça marche très bien. Alors est-ce qu'il y a d'autres personnes? Non, le téléphone marche très bien. Je ne sais pas si d'autres personnes à Chanteloup, vous êtes comment? Moi je suis Free et je serai pour avoir un meilleur réseau Free. Vous avez un problème particulier? Ah bah oui, les communications sont pas terribles. Chez moi, c'est pas génial. Dans le bois? Je suis obligé de sortir chez moi, je vais pas le restaurant. On a étudié la proposition de Free parce que à partir du moment où on avait déjà 2 antennes, on n'aurait jamais eu d'antenne, les conseils municipaux précédents auraient refusé les antennes. On avait une raison objective de refuser. À part pourquoi on va se mettre à empêcher la libre concurrence, je dirais, les fournisseurs d'accès, ça me paraissait difficile. Donc on les a reçus, on a écouté leurs propositions, on a les garanties qu'ils nous ont données. Je pense que le dossier de Free est aussi. Est-ce qu'il y a un besoin fondamental ou pas? Vu qu'il y a un besoin, c'est différent. Il y a un autre besoin. À ce moment-là, il aurait fallu faire une enquête pour savoir si les gens laissaient faire sur sa Bonne idée. Un sondage de la population. Ou pour Free, etc. Bon. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut voir. C'est pas dans ce sens-là. De toute façon, moi je rejoins monsieur le maire. On a déjà des antennes. Donc moi j'ai pas entendu, je ne sais pas, vous l'avez peut-être un jour entendu, ou vous ou autres, ou d'autres personnes autour de la table, des plaintes particulières sur les antennes existantes, ni pendant la campagne, ni pendant les précédents mandats. Ça c'est la première chose, donc on en rajoute une troisième. On a dit l'autre jour, qui aimerait bien les avoir parce qu'aujourd'hui, dans les temps qui courent en termes financiers, quand même, c'est quand même un apport de recettes supplémentaires à la commune. On ne va quand même pas se plaindre aujourd'hui d'avoir une recette. Vous plaisantez? Je plaisante pas. Par contre, je suis assez surpris, et même choqué quand 30 vous 000 réagissez. € par an, ça fait moins de 1 000 € par mois, c'est une blague. Oui, moi ça me va. C'est toujours ça qui est rentré. C'est pas une blague. Non. Moi, si je pas une les blague. avais dans mon budget du PCRS, je serais bien content. Exactement. Ou bien vous C'est sûr qu'en comprenez méthode municipale, il serait beaucoup plus cher. Si ça aide à payer le nettoyage des enfants. Mais 1 000 € par mois, c'est important. Dans une commune, c'est important au jour d'aujourd'hui, avec les baisses de dotation de l'État. L'année dernière, la DGF, la dotation de globale de fonctionnement. Je peux tout justifier comme ça. Oui, mais mais puisqu'on parle de chiffres, je veux dire, la dotation globale de fonctionnement qui représente quand même une somme importante, c'est comme 197 ou 1 000 €, n'a augmenté que de 2 000 € l'année dernière. Donc 2 000 € sur 197 000, c'est peanuts. Donc 1 000 € par mois, pour ça ne nous paraît pas négligeable pour permettre le budget de fonctionnement de la commune et d'avoir des recettes supplémentaires. Mais ce n'était pas notre souci premier. J'ai négocié pour essayer d'avoir un meilleur loyer. On l'a obtenu. C'est l'argument principal. C'est pas mon argument principal, mais c'en est un. Et l'autre argument, c'est que il me paraissait difficile de ne pas discuter avec Free, alors que nous avons accepté depuis des années 2 autres antennes. Quelle réponse on peut leur donner? Ils sont susceptibles de dire qu'on leur fait l'entrave à la concurrence. Voilà. Donc, par contre, on peut voter contre, hein, ça me gêne pas. Il y a une proposition, le conseil propose. Voilà.
Et Monsieur Jaillet, si la personne qui a contacté Monsieur Pambou veut prendre contact avec moi, je lui donnerai toutes les coordonnées nécessaires et je l'aiderai à remplir, s'il faut, le CERFA pour faire la demande d'enquête. Je suis tout à fait, mais s'il le souhaite, voilà. Mais écoutez, il n'a qu'à prendre contact avec moi en mairie. On fera ensemble la démarche et voilà, et on aura un point bien précis. Donc, juste un tout petit point, il semblerait qu'on ait quand même une antenne orange sur la commune. Alors, normalement, je ne sais pas si elle est installée. Normalement, il doit y en avoir une. Il doit y en avoir une. Elle était sur un terrain privé. C'était l'entreprise Arvato Healthcare qui avait besoin, lui, d'améliorer ses communications. Et il avait. Normalement, une antenne orange devait s'installer sur son entreprise. Parce qu'il fallait une autorisation spéciale puisqu'elle dépassait la hauteur maximale du bâtiment. Mais je pense qu'il n'y a pas été donné suite. Je pense qu'ils ont dû changer leur système de télécom et tout ça. Voilà. Et il y avait un projet qui avait été monté, une déclaration préalable de travaux qui avait été déposée, comme il faudra que Free en dépose une quand ils réaliseront leur antenne, si le Conseil vote ce matin la convention. Donc il y a un NDP qui avait été proposé, qui avait été accepté, et à mon avis, ils n'ont pas fait les travaux puisqu'on ne voit pas l'antenne. C'était le long sur... C'est marqué qu'elle existe, mais elle n'est pas activée. Oui, elle n'est pas construite. Elle était sur le côté d'Arvato, vous voyez, où Arvato Healthcare, sur le côté déchetterie, il devait y avoir le local technique et l'antenne par-dessus. Moi, je ne pense pas qu'elle existe parce qu'on aurait une meilleure réception. Pour la commune, Orange, c'est catastrophique. Je ne capte pas les trois quarts du temps. Catastrophique. D'autres questions, d'autres remarques? Oui, une dernière remarque encore. Je pense que l'effet caméra que j'ai initié là pour ce premier conseil va avoir du bon parce que, de mémoire, Ali ne vous a pas posé le problème comme ça. Hein. Il ne vous demandait pas d'argent, il vous demandait juste d'accéder. Il avait relevé des fonds avec des habitants, qui pourraient être d'ailleurs quelque part ceux qui vont recevoir les signaux de Free. Hein. C'est un peu le même problème, hein. C'est pas plus privé dans un cas que dans l'autre. C'est un sous-ensemble. Moi, personnellement, je n'utilise pas cette antenne de télé et je ne suis pas abonné chez Free. Donc, dans cette histoire, je suis neutre, mais je me souviens bien qu'on va les demander. D'ailleurs, c'est ça l'intérêt de filmer la séance pour la diffuser. Vous êtes hors sujet, là, monsieur Soulis. Je pense que ce n'est pas la peine d'aller plus loin sur ce domaine-là. Vous êtes hors sujet. Mais non, vous êtes hors pas sujet. grave. On parle de l'antenne de téléphonie, on ne parle pas de l'antenne de télévision. C'est pas le sujet. Je pense que vous n'avez pas dit la vérité à son sujet. J'ai toujours dit la vérité. Je dis toujours la vérité. C'est vous qui interprétez parce que ça vous arrangerait d'interpréter comme cela. C'est tout. Et c'est hors sujet. Je pense que là-dessus, on ne va pas aller plus loin dans ce domaine-là. On est hors sujet. Voilà. En dehors de ça, un mot sur le tourisme que j'évoquais à propos de M. Guillaume. Vous avez une position là-dessus à l'époque, au moment où vous nous invitez à réviser le plus. On va se retrouver dans une intercommunalité tendue entre Disney, très, très touristique, et Paris, une des capitales du monde. Faire un projet, alors ça vous intéresse pas, oui, non? C'était une idée qui a été lancée à l'époque, qui n'a pas été suivie des faits, et que je ne ressortirai pas. Pardon? C'était une idée qui avait été lancée par Gérard Guillaume, une idée, de la même manière qu'il voulait utiliser la bâche d'eau à côté pour faire un auditorium, quelque chose comme ça. Donc c'est une idée qui avait été lancée comme ça, c'est une idée, c'était arrêté là, pourquoi pas, et c'est tout. Et depuis, je pense que ça aurait un coût pharaonique, quelle utilité il y aurait, et la commune ne pourrait pas le réaliser elle-même, il faudrait qu'elle fasse appel sans doute à un prestataire privé pour organiser tout ça, et je ne vois pas l'utilité. Donc, soyons réalistes, n'entreprenons que des projets qui sont d'utilité générale et qui n'entraînent pas dans des dépenses pharaoniques. Voilà. Donc c'était qu'une idée, ça n'a jamais été un projet. Il n'y a jamais eu d'études de fait dessus. M. Guillaume avait cette idée parce qu'il avait trouvé ça, mais c'est tout, ça s'est arrêté là. Et si vous le rencontrez un jour, posez-lui la question, vous verrez. Je le fais moi-même, je pose un nouveau, monsieur Soulis. D'autres questions, d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Moi. Monsieur Soulis. Qui s'abstiendrait? Madame Bouvier, monsieur Jaillet. Qui serait pour? Merci.
Et je maintiens ce que j'ai dit, parce que j'ai ici la personne qui a contacté Georges Pambou peut venir me voir et on fera ensemble le dossier auprès de la COFAS. Ressources humaines, recensement de la population 2015, création de postes d'agents recenseurs et vote des rémunérations. L'année 2015 sera l'année d'un recensement général, comme il y avait eu lieu le précédent en 2010, pour connaître la population réelle de la commune. Pour ce faire, on est obligé de sectoriser la commune et de recruter un certain nombre d'agents qui auront une mission temporaire qui s'étendra de la période du 15 janvier au 14 février pour recenser la population. Donc il faut, et il y a un agent coordinateur qui s'occupe de toutes les opérations et de coordonner les résultats avant de les transmettre à l'INSEE. Donc les personnes qui ont été contactées et qui vont assurer ce recensement, l'avaient pour certaines fait déjà lors du dernier recensement de 2010. Il y a des agents communaux et des agents extérieurs. Donc il y a une rémunération qui doit leur revenir pour l'exercice de ce recensement. Et là, je vais laisser la parole à Pierrette qui va vous expliquer les modes de calcul pour le recrutement de ces agents. Sachant que chacun ne doit pas faire plus de 250 logements. Voilà. C'est pour ça que comme nous avons 1269 logements à recenser, il faut créer 7 postes d'agents recenseurs. Nous avons donc 4 postes d'agents de la collectivité qui assureront ce recensement et 3 agents extérieurs. Alors et un coordonnateur. Les agents de la collectivité. C'est l'agent de la collectivité. Qui est un agent de la collectivité. Il peut être soit un agent, soit un élu. C'est normal que ce soit l'agent qui gère tout le recensement, qui soit coordonnateur de tout ce qu'elle lance. Pour les agents recenseurs issus de la collectivité, ils font ça en dehors de leur temps de travail, le soir bien sûr, pour trouver les personnes chez elles. Donc ils sont payés, les textes prévoient un paiement par heure supplémentaire. Là, on n'a pas le choix. Pour les agents recenseurs non titulaires à temps non complet, on les recrute à temps non complet, soit ils peuvent être payés soit par un forfait pour la période, alors ce sera du 14 janvier au 15 février, soit à l'heure, basé sur l'heure du SMIC, le taux horaire du SMIC, soit par bulletin rempli et logement recensé. En 2010, la date de notre dernier recensement, tout le monde avait été payé sur la base du logement recensé et du bulletin rempli. Donc le forfait, ça pose un petit problème parce que si un des agents, pour une raison X, doit interrompre son recensement, on aura voté, parce que moi je ne peux payer que ce qui est voté. Et on ne pourra pas lui payer qu'une partie, on aura voté un forfait, on sera obligé de payer le forfait ou rien. Donc c'est contraignant. Il serait obligé d'attendre un autre conseil municipal pour... ouais. Donc on vous propose de payer les agents extérieurs sur la base du bulletin rempli et du logement recensé. Le coordonnateur, lui, est payé en heures supplémentaires et le texte prévoit pour notre tranche de population 8 jours pour la préparation de l'enquête et 11 jours pour la réalisation de l'enquête en travail supplémentaire. Donc là, on vous propose 5 jours pour la préparation, parce qu'il bon, y a quand même eu, ça s'est étalé sur beaucoup de jours. Et puis la période de réalisation qui est assez serrée, on vous propose les 11 jours prévus par le texte. Voilà, tout ça traduit en heures supplémentaires. Ce ne sont que l'application du texte. Et les tarifs proposés par l'INSEE. Par l'INSEE, oui. Et pour donner une idée, pour vous dire que si ça ne va pas changer grand-chose par rapport à l'année précédente, si ce n'est que le nombre de logements recensés a augmenté, c'était à l'époque 1,71 par bulletin, et ça passe à 1,72, 1 centime d'augmentation par bulletin.
pense que c'est pas phénoménal. Et par logement 1,13 €, ça n'a pas bougé. Voilà. N'oubliez aussi, ces agents ont obligatoirement 2 jours de formation. Ils sont obligés d'y aller. Hein. Donc pour les agents de la collectivité, par contre là, ils ont une décharge de service parce que c'est dans la journée, donc on n'a pas le choix. Donc eux, c'est à salaire égal, hein, ils ne touchent rien de plus. Les extérieurs, on vous propose un forfait de 30 € par journée de formation. C'est les tarifs qui sont proposés aussi par l'INSEE. Voilà. Je rappelle que le recensement est obligatoire et que donc on est obligé de le faire. Et là-dessus, on touchera une dotation de l'État. Qui est de 5 055 €, je crois. On a déjà reçu le chiffre. Madame Bouvier. Oui, je voudrais savoir comment les agents extérieurs là, ont été choisis, parce que je n'ai pas vu d'appel à la candidature. La coordinatrice, qui est Madame Nguyen, a sélectionné des gens, a fait des contacts et m'a proposé la liste que j'ai validée. Je peux vous dire que certains se sont désistés après, notamment dans ceux qui ne sont pas dans la fonction publique territoriale, puisque leur employeur leur refusait de leur donner les 2 demi-journées nécessaires à leur formation. Donc j'ai laissé travailler la coordonnatrice, qui est la secrétaire qui s'occupe de l'état civil, Madame Nguyen. Elle a sélectionné les candidats et m'a proposé cette liste que j'ai acceptée. Il y a peut-être des personnes qui ne sont pas au courant, qui ont été intéressées par... Pardon? Il y a peut-être des personnes qui n'étaient pas au courant, qui n'avaient pas eu d'appel à la candidature et qui ont été intéressées. Je crois que c'est affiché, en plus, parce que tu es obligé de l'afficher. C'est affiché sur les panneaux de la mairie. Là, j'ai laissé faire entièrement le coordinateur. Je n'ai fait qu'approuver la liste parce que je suis obligé de le faire quand elle m'a proposé. Et justement, on est obligé de rechercher quelqu'un pour remplacer la personne qui ne pouvait pas obtenir des facilités de travail pour pouvoir assister aux formations qui sont obligatoires. Et elle a contacté en premier les personnes qui avaient assuré le recensement en 2010. Oui, mais il y a plein de nouveaux habitants, donc des gens qui auraient été intéressés. Mais il y en a qui avaient fait leur recensement de 2010 qui n'ont pas voulu le refaire cette fois-ci. Oui, non, mais bon, je pense qu'en faisant un appel à la candidature, il y aurait plus de candidats. Plus juste. Je transmettrai à Madame Nguyen votre remarque. D'un autre côté, il faut être vigilant parce que c'est comme sur Pôle-emploi.fr, on ne peut plus se permettre d'afficher des offres de secrétaire ou de certains métiers. Parce que si on a le malheur de déposer une offre le vendredi soir, le lundi matin, on se récupère 200 candidatures à gérer alors qu'on a déjà des centaines de personnes dans le vivier qui répondent aux besoins. Donc effectivement, on comprend complètement, c'est posé la question, on comprend complètement l'équité, la transparence. Voilà, c'est le gros problème. On ne peut pas faire de communication large parce que là on va avoir tellement qu'on est sur la table, il va falloir les recevoir, il va falloir les gérer et ça génère plus de travail qu'autre chose. Donc, après, effectivement, il y a l'affichage réglementaire obligatoire, donc c'est ce qu'on a fait. On peut se poser la question de faire un peu plus, mais il faut voir les inconvénients aussi. Oui, enfin bon, je pense pas qu'il y ait faut savoir aussi que le travail de préparation a été beaucoup plus long, étant donné le nombre de logements supplémentaires à recenser, rue par rue, numéro par numéro, pour justement préparer les secteurs. Et donc, c'est pour ça, c'est ce qui justifie ce que disait Pierrette Munier, l'augmentation du nombre de jours considérés pour le coordinateur, qui est passé de 8 jours à 11 jours, c'est ça, Pierrette. 8 jours en 2010 à 11 jours. Voilà. C'est pas un mince travail que de recenser chacun des logements et tout ça. Donc si elle avait eu en plus à la députée, comme dit Caroline Dumont, 150 ou 200 candidatures, c'était pas faisable. Elle a ses contacts, je l'ai laissé faire, elle a entièrement ma confiance pour monter une équipe, elle l'a fait et je l'ai validé. Et c'est ce que je propose ce matin, cette délibération. Voilà. Deux points un petit peu en annexe, mais qui sont importants puisqu'on va attaquer le PLU juste après. Est-ce qu'on a une idée un petit peu du nombre d'habitants par rapport à 1269 logements? Quelle est la ratio? Alors j'ai reçu, au début de l'année 2014, j'ai reçu une évaluation de l'INSEE, justement sur les permis de construire et tout cela, qui donnait 2422 habitants.
j'ai reçu cette semaine une autre évaluation pour l'année 2015 de l'INSEE, toujours pareil en regardant l'évolution du permis de construire, qui donne 2552 habitants. Je pense que ce chiffre est en dessous de la réalité. Le recensement qui interviendra dans la période du 14 ou du 15 janvier au 14 février nous donnera le chiffre réel de la population de Chanteloup. C'est pas possible, ouais, qu'on n'ait que 2 personnes par logement. Là, il y a quand même des enfants. Non, non. Et, oui, non, mais c'est le logement qui est. Mais dedans, dans les logements, vous avez aussi quand ils sont comptés, les pattes de Fontenelle. Hein, c'est un lit, c'est un logement. Vous avez la girandière. Bon, vous avez des. Voilà. Oui, c'est compris dedans. Donc, autre question la conséquence, c'est de savoir quand est-ce qu'on aura ces résultats. Est-ce qu'en amont, on aura des résultats avant que l'INSEE ait tout publié, qui va prendre un certain temps, je ne sais pas, peut-être un an. Non, je ne pense pas. Il n'y a pas de. Je peux poser la question, hein, dans combien de temps on aurait les résultats, le dépouillement de l'INSEE, mais je pense que d'ici l'été, on devrait avoir un chiffre. C'est important pour le PLU de savoir quand même où on est. Bien sûr. En réel. Tout à fait. Oui. Et vous savez, la révision du PLU qu'on va aborder tout à l'heure, comme vous le disiez, ça va prendre 2 à 3 ans. Même plutôt 3 que 2. Mais les études de base, quand même, 2 à 3 ans, c'est ce que c'est, parce que tant que ça repasse dans tous les services, que ça vienne 6 mois après, puis tu dis, attends, ils m'ont dit, il faut partir. Oui, non, mais c'est justement, c'est pour ça que le délai de 3 ans n'est pas un délai anormalement long. Ça va être la base. C'est un des éléments, je dirais. C'est un des éléments. Parce que la population, elle existe. C'est pas de la population à venir. La population, elle existe. Cette population qui existe, si on dit qu'il y a 2005 et qu'on s'aperçoit qu'il y a 35, c'est pas pareil, parce que les équipements sont pas différents, la pyramide d'âge est importante de savoir comment ça passe. Tous les équipements, on découvre. Les équipements, quand ils ont été, je dirais, calibrés, notamment au moment du vote de la ZAC du Châtel-Saint-Fiacre, qui, je rappelle, a été votée en 2001 par le conseil municipal et en 2002 par le conseil d'administration de l'EPA-Marne, a calibré nos équipements publics pour une population de 3500 habitants. Des choses sont intervenues entre 2001 et aujourd'hui, notamment les 2 crises de 2008 et 2011, qui ont, si vous voulez, comme modifié un petit peu la structure des logements et le mode des gens d'acheter leur logement. Les gens achètent plus petit maintenant, ce qui fait qu'on a peut-être une population scolaire plus importante que les études diligentées par l'EPA-Marne à l'époque, au moment de la constitution de la ZAC du Châtel-Saint-Fiacre et du calibrage des équipements publics, et ont peut-être sans doute un peu sous-estimé le nombre d'enfants qui à l'horizon 2015 ou 2020 alors 2015 plutôt, seraient scolarisés à Chanteloup. Je rappelle qu'en 2009, on n'avait que 4 classes ouvertes, c'était dans la norme, mais après, on est à 9 classes en maternelle et 12 en élémentaire. Donc il y a un peu plus d'enfants que les études de l'EPA-Marne faites en 2001 avaient laissé prévoir. Mais notre population va se stabiliser dans les années à venir. Il reste une partie de la ZAC du Châtel-Saint-Fiacre et ça fera l'objet de travail sur ceux du PLU que nous allons lancer. Il y aura du logement, il y a de l'activité économique à mettre en place. Et donc justement, c'est vrai, le chiffre de l'INSEE sera un révélateur de ce qu'on pourra faire aussi par la suite. On n'a pas de possibilité d'avoir ce chiffre avant le ménage, une idée. Je ne sais pas comment si on peut avoir une première image, puisque quand les recenseurs vont venir, on va transmettre ces chiffres. Donc déjà, on aura une première image de la population de Chanteloup. Ça, c'est certain, mais il faut attendre que le recensement soit fait, c'est-à-dire après le 14 février, que tous ces éléments soient rentrés sur le logiciel avant d'être transmis à l'INSEE. Donc on aura, je dirais, une image quasiment précise du nombre d'habitants de la commune. Et après, l'INSEE confirmera ou infirmera ce chiffre ou l'ajustera suivant comment elle va, parce qu'elle va rééplucher toutes les fiches, parce que voir s'il n'y a pas eu d'erreur, des choses comme ça. Voilà.
On aura une information pour le PLU en oui, février, quoi. oui, on va faire. Après le 14 février, laissons quand même le temps de rentrer toutes les données. Donc, mais vous savez, au mois de février, au mois de mars, si on a rédigé le cahier des charges qui nous permettra de recruter un bureau d'études, on aura très bien travaillé parce qu'on va rentrer dans, si on vote bien sûr le prochain point de la révision du PLU, on va rentrer dans le vif du sujet après, dans la rédaction du cahier des charges. C'est une chose importante parce que c'est à partir de là que on pourra recruter le bureau d'études qui nous suivra jusqu'au bout, jusqu'à l'adoption du nouveau PLU par le conseil municipal. Mais je dirais à l'horizon fin 2017, début 2018. Voilà. D'autres questions, d'autres remarques? Je propose que nous passions au vote. Qui serait contre? Moi, voilà, on va voter, il y a une seule délit, mais on vote sur 2 points. Le premier sur la création de 7 postes. Qui serait contre? Les 2 points, c'est la création du poste et après c'est la rémunération. Et après c'est la rémunération, voilà. Alors, je suis contre par rapport au plus de transparence sur ce point-là. D'accord. Monsieur Soulis aussi? De quoi? Vous avez voté contre? Je vote comme Gaël. D'accord. Donc vous votez contre. Ok. Voilà. Et qui s'abstiendrait? Monsieur Jaillet. Qui est pour? Deuxième point, concernant la rémunération sur les bases qui ont été dites par Pierrette et qui sont reportées dans le projet de délibération. Qui serait contre? Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Je n'ai pas vu votre vote, monsieur Soulis. Pardon? Je n'ai pas vu votre vote, monsieur Soulis. Je ne sais pas, d'habitude, où personne lève le bras. Aujourd'hui, je vois que tout le monde s'agite comme des moulins. C'est un autre effet avec caméra. Non, à chaque fois qu'il a fallu voter, il a toujours levé le bras, monsieur Soulis. Bon. On fait comme d'habitude, je suis pour, je n'ai pas le bras. D'accord. Non, c'est nouveau, je n'ai pas vous agiter. Non, mais la deuxième partie. Je ne veux pas me tromper, je ne voudrais pas que le prochain procès verbal, vous disiez qu'on a mal interprété vos propos, c'est tout, parce que... Urbanisme. Ah bah oui, On est victime d'une illusion d'optique, alors. probablement. Point suivant, urbanisme. Lancement de la procédure de révision du PLU. Bon, on l'a un petit peu abordé dans le point précédent par rapport au recensement de la population. Donc nous sommes amenés à réviser le PLU pour plusieurs raisons qui sont exposées dans ce projet de délibération, qui ont été débattues par la commission, le comité d'urbanisme qui s'est réuni justement à ce sujet, à laquelle on a proposé le projet de ce projet de délibération, que j'ai renvoyé à chacun des membres de la commission du comité après. Certains m'ont répondu, d'autres non. Donc voilà le projet de délibération qui vous est proposé ce matin. Donc je rappelle la nécessité de réviser le PLU. Pourquoi? Pour transformer l'ensemble des zones AU en zones EU. Les zones AU, ce sont celles qui sont sur la zone du chêne Saint-Fiac actuellement. Ça s'appelle zone à urbaniser, de transformer en zone urbanisée. Ça correspond à la fois à l'habitat et à l'activité économique. Enfin, de finaliser l'aménagement de la ZAC chêne Saint-Fiac. Cadrer l'urbanisation de ces futures zones EU, c'est-à-dire de définir les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur de ces futures zones EU, qui sont actuellement en zone EU. Maîtriser l'urbanisation en affinant les zonages et les règlements des zones EU actuelles, centre-bourg, zone pavillonnaire et zone d'activité dégagée. Ce qui veut dire que par rapport aux dispositions de la loi Allure, il va falloir voir comment on peut cadrer les largesses que peut donner la loi Allure dans l'extension, dans les montées en hauteur et tout cela. Bon voilà, on sera amené à faire ça, pour permettre aussi d'harmoniser certaines dispositions qui sont un petit peu différentes d'une zone à l'autre. Voilà le but de maîtriser l'urbanisation et les zonages réglements des zones EU. Anticiper les nouveaux ou futurs besoins en équipement public en lien avec l'aménagement des futures zones EU. Donc on peut voir si on peut dégager des réserves foncières pour d'autres équipements qui resteraient à définir. Donc il faut le mettre dans le projet de PLU, même si on ne le fait pas par la suite. Décliner le projet de territoire de Mandé-Gondois en se mettant en compatibilité avec les documents supracommunaux, qui sont le SCOT,
schéma de cohérence territoriale, le PLH, le plan local de l'habitat, et le PPEANP, le périmètre de protection de l'espace agricole, naturel et périurbain, qui va être qui est une importance primordiale pour protéger les espaces verts, les espaces agricoles que nous avons maintenant. Je rappelle, le bois de Chigny, la vallée de la Gondoire et la plaine de Fontenay. Donc le PPEANP protège ces zones naturelles et ces zones agricoles, mais il faut maintenant le mettre dans le texte, les définir dans le texte. Elles sont déjà, je dirais, protégées puisqu'elles sont en zone N ou en zone A, c'est zones agricoles ou zones non constructibles, mais le PPNP renforce justement les dispositions actuelles du PLU. C'est pour cela qu'il faudra inclure dans le PLU ces documents supracommunaux. La concertation sera réalisée selon les modalités suivantes: la tenue d'une ou plusieurs réunions publiques destinées à l'information de la population tout au long de la procédure, c'est-à-dire sur le temps durant la procédure, on pourra organiser une ou plusieurs, on verra la demande, on verra à ce moment-là. La réalisation d'une exposition permettant de retracer les grandes lignes du projet, c'est-à-dire qu'est-ce qui sera modifié, qu'est-ce qui sera révisé, plutôt révisé, c'est plus modifié là dans le PLU. La réalisation d'une ou plusieurs plaquettes d'information, et l'ouverture d'un cahier de remarques et de recommandations. Voilà le principe de révision du PLU tel que je vous propose que nous adoptions pour les semaines, les mois et les années à venir. Y a-t-il des questions ou des remarques, même si ce sujet avait été largement abordé en comité d'urbanisme? Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Je vois réunion destinée à l'information de la population. Oui. C'est juste pour leur donner des informations, comme par exemple, il y a eu une réunion pour dire le bus 42 est annulé, ou c'est une réunion constructive, c'est-à-dire que les gens ont aussi des besoins, ils vivent là au quotidien, et ils peuvent apporter aussi leurs désirs, leurs besoins. Oui, il y aura, vous avez vu qu'en plus on met qu'un cahier, des remarques. Donc c'est-à-dire tout ce qui peut être dit dans la réunion ou plusieurs réunions, si on en réalise plusieurs. Bien sûr, les gens feront leurs remarques, et les remarques, ils pourront les consigner dans ce cahier. Je rappelle qu'à la fin, quand le PLU aura été, je dirais, révisé, la proposition de révision du PLU, avant d'être soumis au contrôle de légalité du préfet, il sera soumis à enquête publique. Il y aura une désignation je saisirai le tribunal administratif pour qu'il désigne un commissaire enquêteur. Il y aura une enquête publique qui sera organisée en mairie, qui sera transmise aux communes limitrophes, puisqu'on est obligé de transmettre aux communes limitrophes, pour que chacun des citoyens ou des représentants des communes voisines mettent leurs remarques font valoir leurs remarques auprès du commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur rédigera un rapport avec des propositions, ou dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, des suggestions, qui nous sera remis ensuite. On devra prendre les décisions de est-ce qu'on suit toutes les prescriptions du commissaire enquêteur ou est-ce qu'on ne les suit pas. Il y aura des rencontres à faire avec les différents services, avec la préfecture, avec les chambres d'agriculture. C'est un long travail de longue haleine avant d'arriver à l'élaboration finale du PLU. Donc les citoyens de Chanteloup auront tout le loisir de faire toutes les remarques qui les intéressent. Je peux vous dire que dans la révision précédente qui avait été faite pour l'élaboration du PLU en 2004, il y a eu quelques remarques, pas beaucoup. Lors de la modification du PLU qui a été en 2008, et malgré la publicité qui est faite par voie d'affichage, par publication dans Canteloupi ou autre, il y avait eu très peu de remarques sur la modification du PLU en 2008. Mais c'est vrai que c'était une modification marginale. Là, on est dans une révision. Je pense que les nouveaux arrivants à Chanteloup qui ont hâte de voir leur zone AU transformée en zone EU auront des remarques à faire. Et je sais que sur les zones EU aussi, il y a des remarques qui pourront être faites et qui seront consignées dans les cahiers, qu'on remettra au commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur s'appuiera aussi sur les cahiers de la concertation, mais ce qui sera pris en compte pour définir, ça sera le commissaire enquêteur qui analysera justement les remarques de tous les citoyens quand l'enquête publique sera déclenchée. Donc, quand l'enquête publique, ça viendra en fin d'élaboration du PLU. En 2004, il y avait eu une réunion de concertation. Il y avait eu un numéro spécial du Canteloupi qui avait été sorti, qui venait Chanteloup Horizon 2015. Il y a eu une enquête.
procéderont de la même manière. C'est les procédures, je dirais, réglementaires. Hein. On n'invente rien, là, on fait... Non, mais c'était le terme information. Si c'est réunion de concertation, pour moi, c'est peut-être plus. Oui, oui, mais vous avez vu, à la fin, ouverture d'un cahier de remarques et recommandations. Tout est complémentaire. Voilà. Je suis d'accord avec vous. D'autres remarques? Juste un petit point, ça fait au moins 3 fois que je demande d'avoir le plan de Chanteloup actuel. Vous n'avez toujours pas vu? Ah, je suis désolé, Stéphanie vous a oublié. Alors, elle est absente la semaine prochaine, il faudra encore indulger une semaine, s'il vous plaît. D'autres remarques, d'autres questions? Juste, est-ce qu'il y a un dossier déjà en mairie qui est ouvert avec ce qui est prévu un peu des idées qui ont déjà... Ah non, madame. Non, pas encore. Pas encore. Je vais me répéter pour que ça soit très clair. Il faut qu'on rédige déjà le cahier des charges. Le cahier des charges qui est présenté. Non. Après, on travaillera avec le bureau d'études. C'est le bureau d'études qui étudiera le PLU tel qu'il est, qui reliera notre PADD, qui reliera les objectifs et les enjeux. C'est à partir de ce moment-là, oui, que l'on va rentrer dans la phase d'élaboration et de révision du PLU. Mais la commission d'urbanisme est leur idée. Ouais. Voilà. La phosphorée, les habitants de phosphorée correspondent à ce qu'ils veulent faire. Alors, comment vous voyez les champions dans ce petit là c'est un petit peu ça. Après, il y a tout ce qui sera. Et il faut savoir aussi que l'autorité de tutelle, qui est le préfet, aura un regard vigilant sur les dispositions qu'on pourrait être amené à modifier dans les PLU. Et notamment dans le respect des règles de la loi ALUR. La loi ALUR dont la conséquence première, c'est la suppression des COS. Coefficient d'occupation des sols, pour être précis. D'autres questions, d'autres remarques? Là, cette délibération, c'est juste pour dire qu'on lance la procédure de révision. Il faut se donner un cadre dans lequel on fera cette révision. Donc nous allons passer au vote. Qui serait contre? Moi. Monsieur Foulis. Qui s'abstiendrait? Qui est pour? Merci. Dernier point, à l'ordre du jour, c'est la comité d'agglomération de Marne-des-Gandois, approbation du rapport de la CLEC, Commission locale d'évaluation des transferts de charges concernant la commune de Bussy-Saint-Georges. Là, je vais redonner la parole aussi à Pierrette, en sa qualité de présidente justement de cette CLEC au sein de la comité d'agglomération de Marne-des-Gandois. Alors, Marne-et-Gondoire Bussy-Saint-Georges a rejoint Marne-et-Gondoire le 1er janvier 2014. À ce titre, elle a perdu les recettes de toutes ces taxes, hein, c'est la loi. Donc il était important de faire une CLEC provisoire. La CLEC, c'est la commission de transfert de charges. Hein, de la valider dès janvier pour que Bussy-Saint-Georges puisse toucher, par le biais de Marne-et-Gondoire, retouche une partie de ses recettes. Donc le travail de la CLEC, c'est d'évaluer à la fois les recettes que touche la commune transférée et les dépenses qui correspondent aux compétences transférées à la communauté d'agglomération. Donc vous avez dans le rapport de la CLEC à la deuxième page toutes les compétences qui concernent Marne-et-Gondoire avec les montants transférés. Donc le produit total des recettes transférées est de 11 398 340 €. C'est toutes les taxes qui remplacent la taxe professionnelle hein, de l'époque. Et en total de charges transférées par poste, hein, vous avez le développement économique, toutes les compétences de Marne-et-Gondoire, vous avez un montant de 3 102 464 €. Donc tous les mois, Marne-et-Gondoire reverse à Bussy-Saint-Georges la différence entre les dépenses et les recettes, c'est-à-dire 8 295 876 €. Les dépenses, comme c'est transféré, Bussy-Saint-Georges n'a plus ces dépenses-là. Voilà. Donc c'était une CLEC provisoire, puisque on a commencé à reverser ça. Il n'y a pas eu par la suite de remarques de la part de la commune de Bussy par rapport à cette CLEC-là. Donc la provisoire est transférée en définitive. Voilà. Si vous avez des questions.
chaque fois qu'une nouvelle commune a rejoint le comité d'agglomération de Mané-Gondoire, il y a eu cette commission de transfert de charges qui s'est réunie et chacune des communes après est amenée à valider le résultat du travail de la clé. Et cette quête avait été validée par la commission à l'unanimité. Des questions? C'est une fois ou c'est tout le temps, tous les ans Ah non, non, c'est qu'une fois. Maintenant, c'est figé. Les 8 millions, c'est figé. Ça veut dire que les années d'après, les produits toujours la même resteront à somme. Mané-Gondoire. Voilà. À l'instant T, c'est un bilan. Voilà, à un instant T pour évaluer ce qu'on leur reverse. C'est-à-dire que dans le cadre des compétences qu'exerce la communauté d'agglomération, ce n'est plus les communes qui ont adhéré, qui ont ces dépenses-là, sont des dépenses qui reviennent à la communauté d'agglomération. Donc, d'où le transfert des charges que ça représentait vers la communauté d'agglomération pour qu'elle puisse exercer justement les compétences. Donc, vous avez le rapport complet dans votre dossier. D'autres questions? D'autres remarques? Je vous propose que nous passions au vote. Qui serait contre l'adoption? Moi. Monsieur Soulis. Qui s'abstiendrait? Qui vote pour? Merci. Communication du maire. Décision du maire prise en vertu de la délégation prévue par l'article 52.11.20 du Code général des collectivités territoriales. Signature du marché à procédure adaptée concernant les entretiens et travaux des espaces verts. Après proposition de la commission d'appel d'offres qui s'est réunie et qui a étudié les 4 dossiers qui ont été retenus justement après le lancement de ce MAPA. C'est la société Saint-Germain Paysage qui s'est avéré le mieux disant et le dossier technique le plus élaboré, notamment avec la prise en compte des contraintes environnementales. La deuxième décision que j'ai prise, c'est que j'ai réglé une facture de 2500 € à l'avocat Maître Gay concernant un différend qui oppose Benoît Crispin, qui est un employé des services voirie, à la commune de Chanteloup pour le refus par la commune de lui verser une prime d'installation. C'est un dossier qui dure depuis le recrutement de Benoît Crispin, qui était avant, qui avait le même poste, le même grade dans la commune de Torigny, qui par mutation s'est retrouvée à la commune de Chanteloup. La commune de Torigny n'a jamais voté de prime d'installation, alors que le conseil municipal de la commune de Chanteloup l'avait voté. Donc M. Crispin prétendait pouvoir bénéficier, après 10 ans de la fonction publique, et par une simple mutation d'une commune sur une autre, à poste, à grade égal, qu'on devait lui reverser cette prime d'installation. Donc les textes me donnent raison à la commune en disant que nous ne pouvons pas les verser. Donc après des échanges de courrier qui durent depuis 4 ans, M. Crispin a décidé de saisir le tribunal administratif, a déposé un mémoire. Donc j'ai été tenu de répondre à ce mémoire. Donc je me suis entouré des conseils d'un avocat, Maître Guillaume Gay, qui a rédigé le mémoire, qui est déposé au tribunal administratif. Maintenant, on n'a plus à attendre que le tribunal administratif se réunisse en session normale pour délibérer sur l'acte et pour savoir si M. Crispin est député ou si la commune de Chanteloup est condamnée à verser cette prime d'installation. Donc le travail ayant été fait, on est obligé bien sûr de payer les honoraires de l'avocat et c'est 2500 € pour la rédaction du mémoire, le dépôt au tribunal administratif de Melun et les échanges que nous avons eus avec notre maître Gay à ce sujet-là. 2500 € se divise en 2 parties. Une première qui était de 1900 € pour justement la rédaction du mémoire, les échanges, et une deuxième pour un courrier spécifique que j'ai demandé à l'avocat de rédiger à destination de M. Benoît Crispin pour lui faire valoir les droits de la prescription quadriennale. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas faire
continuer à faire sa demande au-delà de la 4e année où il avait été recruté à Chanteloup en Maury. Même s'il avait droit. Donc, et ça, cette mesure est valable pour toutes les administrations, qu'elles soient d'État ou qu'elles soient territoriales. Donc voilà. Donc ce sont des rédactions juridiques très particulières, très pointues, très spécifiques, que par moi-même ou personne en mairie n'est capable de rédiger. Et donc pour être sûr d'avoir les meilleures chances de gagner, autant s'entendre un avocat. Voilà. Voilà le fin fond de l'affaire. On ne sait pas quand elle va passer au tribunal administratif. Celui qui veut voir les mémoires tels qu'ils ont été rédigés, aussi bien le mémoire de l'agent que le mémoire rédigé par l'avocat, ils sont à la disposition, et on prendra rendez-vous dans mon bureau. Contrat d'entretien des chaufferies avec la société SAF Service, montant de la redevance annuelle 3 190 €. Le contrat précédent arrivé à échéance. De plus, la société Suti-Gamblin, qui était notre prestataire de service, ayant arrêté son activité, nous avons été obligés de rechercher d'autres entreprises et nous avons retenu la société SAF Service. De la même manière, le contrat d'entretien de l'ascenseur du centre de loisirs avec la société Feller Ascenseur, pour un montant d'une redevance annuelle de 1 270 €, ce sont des contrôles qui sont des contrôles d'entretien, les contrats d'entretien qui sont obligatoires. Après, se suivent à différentes périodes du mois de novembre et de décembre des déclarations d'intention d'aliéner voilà, pour des valeurs allant de 340 000 € à 413 000 €, sachant que j'ai l'autorisation du Conseil pour signer ces déclarations d'intention d'aliéner ou de non-aliénation à un montant de 500 000 €. Voici. Questions diverses. Y a-t-il des questions diverses? Oui. À propos des communications du maire, signature du marché entretien Saint-Germain-Paysage. Oui. N'était-ce pas le maire de Saint-Martin qui était le propriétaire de cette société? Ce sont ses fils. Ce sont ses fils? Il a passé la main à ses fils? Frédéric et il a gardé la mairie et il a donné la main à ses fils. Ça a toujours été ses fils qui ont été... voilà. Donc, c'est un gros contrat de 100 000 €, je me posais la question, c'est tout. J'avais entendu parler de ça, donc je voulais savoir si c'était vrai. Oui. Monsieur Patrick Martin est le père de Frédéric et de Franck Martin, qui sont les gérants de la société Saint-Germain-Paysage. Oui, on les voit souvent en ville d'ailleurs. Comment? Je veux dire, on les voit souvent en ville, leurs véhicules. Oui, ils interviennent pour plusieurs communes. Ils interviennent aussi pour les PAMAR, dans les parties qui ne sont pas encore rétrocédées sur la rue du Chêne-Saint-Pierre et tout ça. Ils interviennent pour d'autres communes de la communauté d'agglomération de Vendée-Gondoire. Ils interviennent pour Vendée-Gondoire. Tous ces marchés sont légaux. S'il y avait eu un moindre doute, le contrôle de légalité aurait fait valoir la possibilité, l'incompatibilité. Ce n'est pas Patrick Guichard. Rien fait en lui, c'est une simple question. Oui, mais je vous réponds. Ce n'est pas Patrick Guichard, le maire du Saint-Martin, qui est le directeur. Il est agriculteur. Sa profession, c'est agriculteur. Voilà. Dans le contrat, est-ce qu'il désherbe? Oui. Non, il y a des vignes. Il désherbe. Il n'est pas excusez-moi, Lina, dans la parole après. Oui, il y a le désherbage qui est prévu. Oui, je tiens à signaler qu'il y a eu une commission d'appel d'offres et si cette société a été choisie, c'est parce que nous avons décidé que c'était celle-ci, puisqu'elle répondait aux besoins. Il n'y a pas eu de favoritisme. La commission a bien siégé sur... voilà. Il y a eu plusieurs dossiers qui ont été examinés. 4. Et il y avait une clause qui permettait d'éliminer un des candidats, c'était s'il n'avait pas fait la visite de terrain. De la même manière, nous recevons les réponses pour le marché d'éclairage public qui va être renouvelé. Une visite du terrain est demandée et on a une dizaine de réponses, je crois, actuellement. Et si les entreprises qui ont répondu, ou qui veulent répondre, qui ont manifesté, enfin, au moins qui ont retiré le dossier, ne viennent pas de visite de terrain, elles seront systématiquement écartées puisque c'est une condition obligatoire dans la description du marché. Ah bon? D'autres questions? Oui, si vous permettez. Oui.
La rumeur publique dit que vous ne comptez pas faire de cérémonie de vœux à Chanteloup cette année. C'est vrai ou c'est faux? C'est qui la rumeur publique? C'est qui la rumeur publique? C'est qui, oui ou non? Moi, c'est un simple oui ou un non. Non, mais attendez, mais je vais vous répondre. C'est pour ça que la rumeur publique. J'aime beaucoup la rumeur publique. La rumeur publique a-t-elle un nom? Oui, effectivement, nous n'organiserons pas de cérémonie des vœux de cette année à Chanteloup. Pour la bonne et simple raison, c'est que les 2 dernières années, les années précédentes, en 2013 et en 2014, nous avons été amenés à accueillir entre 350 et 400 personnes, qui dépassent la capacité maximale de la salle des fêtes, pour la qualification des conditions de sécurité, qui est de 238 personnes. Nous avons réfléchi à des solutions, je dirais, transversales pour pouvoir organiser cette cérémonie. C'est-à-dire, même avec le prêt de tentes par la CNG, il fallait, après, trouver un système de chauffage, il fallait faire venir une commission de sécurité pour justifier qu'elle pouvait recevoir plus de 300 personnes. Il fallait, après, le coût du chauffage et l'inconfort dans lequel on se serait déroulé cette cérémonie, avec, on ne pouvait pas faire comme on fait chaque année, passer un petit film, pas la possibilité des frigos ou des fours pour faire cuire les petits fours. Donc, devant l'impossibilité matérielle et le coût extravagant que ça aurait entraîné pour cette cérémonie des vœux, à notre grand regret, nous avons pris la sage décision, je pense, de ne pas organiser de cérémonie des vœux cette année. Dans la carte de vœux qui sera distribuée cette semaine à chacun des habitants de Chanteloup, il y a un petit mot qui explique les raisons pour lesquelles nous regrettons de ne pouvoir organiser cette cérémonie l'année dernière. D'accord. La question à tiroir derrière, parce que je ne savais pas si vous alliez répondre oui ou non, hein, c'était en cas de réponse positive, laisserez-vous la parole à l'opposition à l'occasion de ces vœux? Donc là, on va transposer. Est-ce qu'on aura le droit de mettre un mot sur cette carte de vœux ou pas? Non. Merci. C'est le maire et le conseil municipal. Elle est adressée au nom du maire et du conseil municipal. Ce sont des simples vœux, monsieur Soulis. Oui, mais je ne discute pas, c'est juste une question diverse. J'ai lu dans les Échos de Gondoire du 16-12-2014 qu'il était question du retour de la ligne 42 dans notre ville. Alors, le confirmez-vous? Si oui, à quelle date? Et dans ce cas-là, où se trouverait l'arrêt de bus? Je laisse l'entière responsabilité aux Échos de Gondoire sur ce qu'ils écrivent. Moi, je continuerai à dire que nous sommes toujours en négociation avec la région pour avoir justement une desserte de la ville de Lagny. Nous avons à ce sujet une réunion à la région, en présence du STIF, le syndicat des transports parisiens, le syndicat des transports de la région, le député Édouard Dorian-Sipel, le président du site, donc, qui est Saint-Clair-Bourriot, le maire de Saint-Thibaud-des-Vignes, et Pierrette et moi, qui représenteront la mairie et Mar des Gondoires. Voilà. Donc le 9 janvier, une réunion importante, le 19 janvier, une réunion importante à la région pour que d'élus, pour faire avancer ce dossier. Voilà. Merci. Vous avez reçu ma lettre ouverte là, concernant la sécurité il y a quelques temps, vous y avez répondu. J'ai vu sur le site de Mar des Gondoires qu'il y avait une réunion du CISPD auquel vous faisiez allusion dans votre document. Oui. Il est très elliptique cet article, il y a quelque chose à nous dire à propos du CISPD, la protection, Alors le CISPD, c'était la mise en place du conseil pour cette mandature-là, avec l'élection du président. Le président sera... le maire de Lagny, je cherche son nom. Jean-Paul Michel. Voilà. Et cette commission se réunira régulièrement. Bien. Et des comptes rendus seront faits. Pardon? Et des comptes rendus seront faits à l'issue de chacune des réunions du CISPD. Oui. Je voudrais savoir votre sentiment, quel enseignement avez-vous tiré de l'animation de Noël de l'association des commerçants? Qu'est-ce qu'est votre ressentiment là-dessus? Je pense qu'on s'est exprimé à travers Actu Info, qui avait reçu par abonnement. Je dis que on était très contents du déroulement de l'ensemble de la manifestation, du marché de Noël sur les 2 jours et de la prestation proposée par l'association des commerçants. J'espère que vous avez lu Actu Info, que vous êtes abonné et que vous avez pu voir qu'on en a parlé de manière, je dirais, objective. Donc c'est quelque chose qui va se développer, s'amplifier. Vous allez soutenir cette initiative?
C'est une bonne idée pour la ville. C'est votre sentiment, je voulais savoir. Je suis suivi à interrogatoire ou autre chose? Oui. J'ai même filmé pour l'interrogatoire. J'ai la caméra face à moi. Je vous remercie de toute l'attention que vous me portez. Alors, c'est tout, je veux savoir. On verra, on en discutera l'année prochaine. Les bonnes choses, on les renouvelle en général. Ah, c'est parfait. Bien, Je vous dis en avez général. le conseil municipal du 21 juin numéro 3 que le taux de logements sociaux dépassait les 30% dans notre ville, 30,04 je crois de mémoire. Oui. Quelle incidence ça a sur la vie de la commune, à votre avis? Alors pourquoi ce chiffre était si élevé? C'est parce que dedans, on prend en compte les 98 logements de Fontenelle. Enlevez ces 98 logements, vous tombez à la barre des 25% fixés par la loi Allure. D'accord. Merci. Et ce qui nous permet, si vous voulez, dans la subvention que l'on demande au compte de contrat régional dont on va avoir bientôt le résultat officiel, que nous avons déposé pour la réalisation, je rappelle, de la reconstruction de la mairie et la construction d'un atelier municipal, ça nous permettra, avec justement ce pourcentage, de pouvoir bénéficier sans doute de 5% de plus dans la subvention de la région. Donc, les 98 logements pris en considération par les 98 pris comme des logements sociaux par l'EHPAD de Fontenelle nous font un bien énorme parce que ça nous permettra d'avoir un supplément de subvention si le conseil régional valide notre contrat régional. On sait déjà le dossier est recevable, qu'il est complet et tout. Voilà. Vous promettez d'installer une poste dans votre programme électoral? Je ne promets pas une poste, je promets un bureau, une agence postale communale. Très bien. Donc, on a une idée de son lieu d'implantation? Oui, vous le savez, je l'ai dit pendant la campagne, c'est à la place de l'ancienne épicerie dont les locaux nous appartiennent. Vous avez déjà pris contact avec un responsable de la poste? Oui, j'ai pris contact avec un M. Puguillez, il s'appelle, et je vais reçu cette semaine une ébauche du plan d'occupation de ces locaux. Et j'attends un rendez-vous avec M. Puguillez pour savoir la nature des travaux que nous devons faire, nous, avant que lui puisse intégrer ce local, pour mettre en place cette agence postale communale. Et justement pour pouvoir mettre dans le budget 2015 le montant des travaux qui sera nécessaire à la réhabilitation intérieure de ce local. D'accord. Donc on peut connaître cet interlocuteur de la Poste. Il a un nom. Il s'appelle M. Puguillez, je viens de vous le dire. Vous n'écoutez pas? Et la date prévisionnelle d'ouverture, vous avez une... Je le saurai quand j'aurai rencontré M. Puguillez, qui va annoncer l'étendue des travaux que nous avons à faire et l'étendue des travaux qu'il a à faire, lui. La Poste a à faire. Très bien. Et je précise qu'il n'y aura pas de distributeur de billets sur ce plat, parce que c'est une agence postale communale, que le personnel qui sera recruté, c'est un personnel communal, qui aura le statut de la fonction publique territoriale, mais par convention, nous toucherons une subvention de la Poste pour rémunérer cet agent. Les opérations financières seront limitées à des sommes très faibles, 350 €. Ça serait une opération qui remplace ce que faisait le bureau de tabac et ce que fait la coiffeuse actuellement, qui remplacera ces personnes. Avec tous les traitements liés au courrier, aux instances et aux recommandés, tout cela. Une dernière question, je fais partie du comité local, oui, qui s'occupe de la répartition des subventions aux associations. Oui. Vous comptez augmenter les subventions accordées? Elles étaient de 7 400 € l'année dernière. Monsieur Soulis, voilà, il nous a répondu. Le budget n'est pas élaboré encore. Nous ne savons pas sur quelle base nous allons monter notre budget. On attend d'avoir les recettes. D'accord, parce qu'il y a des nouvelles associations qui se sont montées, donc je voulais savoir si vous comptiez sur... Je n'anticipe pas le travail du comité vie locale. Je sais que le délégué qui s'en occupe prépare les dossiers pour les envoyer à chacune des associations, et qu'elles y répondront, qu'elles seront reçues justement par le comité vie local. Et voilà, et après, c'est tout. C'est la procédure normale chaque année, monsieur Soulis. C'est pas une obligation, hein, les subventions. Il y a des règles d'attribution. Petite dernière? Oui. Pour la route? Si vous voulez. Vous avez transmis la demande de M. Chartier d'avoir le soutien des élus des communes de Marne-et-Gondoire. Vous avez toujours pas de plan B?
Je répète ce que j'ai dit lors de la délibération lors des conseils, il n'y a pas de plan B. Notre espoir et je dirais la certitude que quand les 18 communes, c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont voulu justement cette demande de dérogation, c'est que notre demande de dérogation va aboutir. Voilà. Donc, laissons les choses se dérouler normalement. Hein, ça se décantera courant 2015, en février ou en avril. Et voilà. Mais à partir du moment où on est convaincu qu'un projet est bon, que 18 communes sont convaincues qu'un projet est bon, qu'une demande de dérogation était bonne, il n'y a pas besoin d'organiser un plan B. Oui, d'accord. Alors vous êtes sûr que vous aurez la dérogation? Pour le moment, je dis oui. Pardon? Je dis oui. Pour le moment, oui. C'est une information, ça. Mais si vous voulez. Tant qu'on n'a pas dit non. Tant qu'on n'a pas dit non, c'est oui. C'est oui. Ah oui, d'accord. Donc pas de plan B, on verra bien. C'est bien. Moi j'ai une information à donner, si M. Soulis a fini, concernant le centre de loisirs. À partir du vendredi 2 janvier, nous accueillons la nouvelle directrice de service enfance, jeunesse, centre de loisirs, Madame Emmanuelle Ferrara, que nous avons recrutée, qui va avoir une lourde mission, mais un beau challenge de travailler avec les animateurs, avec les directeurs d'école, sur l'aménagement de ce centre, l'aménagement des rythmes scolaires, à l'horizon de la rentrée 2015. Je tiens à préciser, à l'horizon de la rentrée 2015, Monsieur le maire et moi-même, en début d'année, souhaitions qu'au mois de janvier, je le dis parce que comme je sais qu'il y a la rumeur qui court, M. Soulis, je me permets de prendre les devants, comme ça vous aurez la caméra pour justifier mes propos, il va les défendre. Nous avions, avec M. le maire, dit à la rentrée que nous souhaiterions qu'au mois de janvier, il y ait des aménagements un peu plus construits sur les temps d'accueil de 15h30 à 17h. Or, la démission de la directrice qui est arrivée en septembre et la difficulté du recrutement du directeur qui prend ses fonctions en janvier, il ne nous permet pas, et ce serait mentir aux gens, ne nous permet pas de travailler sur quelque chose de construit et concret pour le mois de janvier. Donc on y travaillera à partir du mois de janvier. Madame Ferrara va s'y atteler et voilà, les propositions seront faites. Voilà, on a dit les choses, effectivement. Il y a eu un bug à un moment parce qu'il y a une démission d'une personne, mais nous y travaillons et nous ne lâcherons pas l'affaire. Voilà. Je voulais dire à l'ensemble de mes collègues du conseil municipal. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Vous comptez, c'est une question d'une question. Bon, je crois que vous avez bien réagi au mail que je vous ai envoyé hier pour vous annoncer que j'allais filmer la séance du conseil municipal dans le but de mieux informer les citoyens. En doutiez-vous? Pardon? En doutiez-vous? On va pas en discuter là. Et c'est pas le sujet de la conversation, je vous assure. Donc la question est pratique, c'est allez-vous réitérer cette bonne pratique à chaque conseil? Et quand les films sont-ils disponibles pour tout un chacun? Sur le site. Pardon? Non, je ferai mettre par notre webmaster, quand il sera revenu de congé, il a pris quelques jours de congé lui aussi, l'intégralité de ce qui est filmé sur le site. Sans coupure. Voilà, je ferai mettre. Sans coupure. Je ferai mettre l'intégralité. Les sources intégrales. Oui, elle sera mise sur le site. Comme ça doit être d'ailleurs. Voilà. Sur le site officiel de la commune. Sur le site officiel de la commune. Alors, le mien, monsieur Adjema, alors, vous savez la section que je vous porte. Pour moi. Oui, c'est vrai, je vous l'ai déjà dit. Alors, c'est pas modeste. On se trouve dans des situations bien différentes, ça n'a pas dû vous échapper. Moi, je suis conseiller municipal, hein, donc monsieur tout le monde, je ne suis pas responsable de l'accueil de la municipalité, je ne fais pas partie de la commission communication, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, la municipalité, quand elle pose une caméra, elle prend une responsabilité, on peut lui demander quelque chose. Moi, je ferai ce que je voudrais du film. Non, vous pouvez pas. Je pense pas, monsieur. Attention, l'utilisation que vous en faites. Nous sommes effectivement... Vous êtes conseiller municipal. N'oubliez jamais que vous siégez autour de cette table. Vous avez une responsabilité. Voilà.
Ne faites pas n'importe quoi avec la caméra, je vous le dis très Et clairement. Moi, je m'opposerai à la toute diffusion. Je vais, pour information, là je me permets, Marcel, excuse-moi, lors des vœux de 2014, j'ai vu ma tronche sur un site Facebook. Excusez-moi, je n'ai rien dit, mais je peux porter plainte aussi parce que vous n'avez pas demandé l'autorisation, vous, de mettre votre vidéo sur le site. Que la mairie me filme, moi, qu'il y ait le webmaster qui me filme, c'est la mairie que je suis élu et c'est avec l'autorité du maire. Que vous m'ayez filmé et que vous ayez mis cela sur le site, je suis sur un site Facebook, je trouve que c'est une atteinte à ma vie privée. C'est tout. Je n'ai rien dit, c'est pas grave. Pendant les vœux, je ne me souviens pas. Oh, M. Soulis. Cérémonie des vœux présentée par M. Ateba Grégory. Excusez-moi, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vous qui l'avez écrit. Oui. Et alors? Eh bien, non, vous n'aviez pas à faire. Vous auriez dû me demander l'autorisation, parce que même si je suis une personne publique, vous devez avant tout me demander l'autorisation. Écrite. C'est la loi. D'accord? Donc, attention à ce que vous faites, parce que figurez-vous que j'ai quand même quelques acquaintances avec certains avocats. Donc, moi aussi, je peux jouer des ronflants. Hein. Ça, je vous dis sincèrement, je n'ai rien dit, mais je peux vous attaquer. Vous le savez, vous devez demander l'autorisation à n'importe quelle personne, l'autorisation de diffuser. C'est une obligation. Voilà. Sur ce... Oui. Il y a eu merci, M. Jaillet, de vouloir apaiser le débat. Des nouveaux habitants. J'étais surpris de ne pas recevoir au moins un lieu, une invitation, ou dire voilà, il va se produire telle manifestation. Voilà, donc, je ne suis pas venu parce que... Tu vas aller au tribunal aussi, toi? On n'a pas reçu l'invitation. Et je lui ai répondu, depuis 6 ans que l'on fait cela, on n'envoie jamais d'invitation aux élus. Ce ne sont pas des invités, ce sont des autres. Nous recevons les nouveaux habitants et... C'est l'association. Non, ce n'est pas l'association, ce sont tous les conseillers municipaux, tout le conseil municipal. C'est le conseil municipal qui invite les nouveaux habitants et c'est le comité vie citoyenne qui est chargé d'organiser la cérémonie. C'est une information, même dire à tel jour, à telle heure, il se passe ça. Ça avait été dit en conseil, monsieur. Après, en conseil dans les questions diverses, ça avait été dit. Comme il y a un représentant de chaque liste dans le comité citoyen des contraintes sur ce sujet pendant tout ce réunion, je pensais que vous en avez informé. C'est vrai que c'est la première fois qu'il y avait une opposition et donc je ne dis pas de souci. Si l'année prochaine vous avez besoin de ce mail, je vous enverrai un mail à tous les conseillers pour vous dire je vous rappelle qu'il y a la cérémonie de l'Union des habitants et je souhaiterais que vous veniez en amont pour aider à l'organisation et à la préparation comme vous avez dit je vous la fais. Oui, je peux le faire, il n'y a pas de souci. Mais vous ne recevrez pas d'invitation. J'ai pensé que c'était discriminatoire. Non. Il n'y a aucune discrimination, aucune discrimination. Alors pour être précis, dans les calendriers, le 23 janvier, il y aura la cérémonie des vœux du conseil municipal au personnel communal. C'est le vendredi 23 janvier, si je me trompe pas de date, mais c'est le vendredi 23 janvier à 19h30. Il y aura la cérémonie de réception des jeunes majeurs le samedi 7 février à 18h, c'est ça, Caroline? 18h, en salle du conseil. Nous cherchons maintenant une nouvelle date pour la cérémonie des médailles, sachant que la salle des fêtes est occupée le samedi 7 janvier, vous allez le faire le même jour, pour le loto de l'association des commerçants. Voilà. Donc il faudra qu'on cherche une autre date pour faire cette cérémonie d'accueil des remises des médailles du travail, puisque nous tenons à la faire. Elle se faisait traditionnellement en même temps que la cérémonie des vœux. Comme nous ne ferons pas de cérémonie de vœux, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure en répondant à la rumeur publique, nous aurons une date pour recevoir dignement les récipiendaires de la médaille du travail, et c'est le conseil municipal qui les recevra. Les réceptions des jeunes majeurs le 7 février à 18h. Oui. C'est pas dans la salle des fêtes. J'ai dit que c'était la salle du conseil. D'accord, ok. Excusez-moi. Et vous recevrez dans quelques jours, elle est juste en train de se dessiner, une invitation. Nous ferons quand même une petite cérémonie des vœux qui concernera les associations et les commerçants de Chambly.
comme ça représentera moins de 238 personnes, nous pourrons le faire dans la salle. Les forces vives. On cherche la date. Alors, on pense que ça peut se faire le samedi, le dimanche 11 janvier. Alors, ça serait l'après-midi à 15h.